Si j'avais des choses rigolotes, c'est dommage. Donc, bonsoir et à tous. Merci d'être là. Je veux dire, si nombreux. Je vais commencer par remercier l'équipe organisatrice, donc les quatre étudiants qui m'ont organisé cette conférence, Nathalie, Camille et Marie-Sylvain. Et on remercie aussi l'équipe administrative qui est en support pour cette conférence. Donc pour cette conférence sur la 4 jours, donc on a le plaisir d'accueillir Nicolas Bourgeois, donc, qui est directeur d'identité RH, de notre conseil en RH, et qui a coécrit avec Gilles Verrier. Gilles Verrier, qu'on a eu l'honneur aussi de recevoir il y a quelques années, dans notre thème de conférence sur la libération d'entreprise. Qui a coécrit avec Gilles Verrier, l'outil libéral d'entreprise et les RH en 2030, et qui intervient à l'ING, mais également à HEC, l'ENA et tout ça. Et puis, notre deuxième intervenant, sociologue, enseignant-chercheur à Paris-Dauphine, et qui a fait de nombreuses recherches et contributions autour du temps de travail, de l'organisation du travail, du contrôle du travail. J'ai retenu quelques titres d'ouvrages et d'articles qui m'ont interpellé. Plaidoyer pour l'organisation du temps de travail tout au long de la vie, les batailles du dimanche, l'expansion du travail et ses conséquences sociales, le futur du travail, le temps de travail du futur, on a quelques articles dans l'écrit. Et donc, Nicolas Bourgeois et Jean Boulin ont une petite intervention, et bien évidemment, la finalité, c'est d'avoir un échange. Alors, pour introduire un peu les débats et l'intervention, la question du temps de travail a toujours été un thème important. Et sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, c'est un thème central depuis les années 90. Quand j'étais jeune RH opérationnel, j'avais fait une note à mon directeur à l'époque, suite à la loi Rambien, c'est une loi que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, en 96, sur la réduction du temps de travail. Mon directeur de l'époque avait recueilli poliment ma note, mais je pense qu'il avait dû se dire lui-même, les RH, c'est du rêveur, faire une temps de travail. Et puis après, il y a eu les 35 heures, ils l'ont pris, et donc on avait négocié à l'époque cette réduction du temps de travail, à l'époque responsable RH ici, Oxfam Hutchinson à Sevray. Et il y a un sujet, je pense, qui est important sur lequel à la fois Boulin et la Bourgeois reviendront, c'est que la réduction du temps de travail, ou l'aménagement du temps de travail, c'est aussi une question de l'organisation du travail. Et au moment de ces négociations de 35 heures, c'est un sujet important. Donc, depuis ces voies repris, il y a eu plusieurs évolutions sur son travail, avec des évolutions pour, atténuer pour certains les impacts négatifs, je pense, selon certains, des 35 heures. Et revient au bout du jour, alors il y a eu le télétravail avec le Covid, sur cette organisation de management du temps de travail, et puis là, les 4 jours qui reviennent un peu comme l'actualité, avec le lien sur lequel je pense que les intervenants reviendront, sur le lien avec la possibilité de mieux recruter, de fidéliser, de développer la qualité de vie au travail. C'est des sujets qui reviennent. Il y a plusieurs expériences menées en France et à l'étranger sur ce sujet-là, actuellement. Donc, on verra environ les deux intervenants. Et pour finir sur cette introduction, est-ce qu'il faut parler de semaine de 4 jours ou de semaine en 4 jours? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour conclure, avant de laisser la parole à Nicolas Bourgeois puis Jean-Yves Boulin, je reprendrai la conclusion du poste de Nicolas Bourgeois la semaine dernière sur LinkedIn. La semaine de 4 jours, je suis pour une contre, j'ai un contre. C'est pas sympa ça.
Nicolas, je peux démarrer, puis après, prochaine fois. Ok, avec grand plaisir, si vous m'entendez bien. Ravi d'être parmi vous. Les Beatles ont commencé, je crois, avec 4-5 personnes dans la salle, donc on a un grand espoir avec Monsieur Boulin de connaître le même succès. Moi, je joue un peu de basse, mais c'est tout, ça s'arrête là. Les amphis de 4 personnes. Sur notre jolie thématique, la jolie thématique que vous avez choisie, bon, d'abord, on n'est pas très nombreux, donc je pense que l'enjeu, ce sera peut-être de vite échanger ensemble, plutôt de faire un cours. Par ailleurs, je pense que comme vous, je sors d'un cours assez long aujourd'hui, ici même. Donc, je vais éviter d'être trop directif et plutôt de vous faire part de quelques idées, quelques expériences, puisqu'effectivement, avant de venir ici, je me suis demandé ce que j'en pensais vraiment. C'est-à-dire que je peux vous raconter plein de choses sur l'aménagement du temps de travail, sur mes expériences de réduction du temps de travail, ce qui n'est pas le sujet du jour de mon point de vue, mais on va en discuter. Je peux vous raconter plein de choses sur les conséquences organisationnelles, etc. Effectivement, beaucoup des projets que j'ai conduits dans ma vie, dans les différents cabinets où je suis passé, avaient des liens avec les questions d'organisation du temps de travail. Mais sur le post LinkedIn, je me suis dit, il faut quand même que j'ai une idée de fond. Est-ce que vraiment je suis pour ou est-ce que je suis contre? Et j'arrivais pas bien à savoir. Et moi, je me méfie toujours quand les avis sont un peu trop tranchés sur des sujets. Je dois être vraiment très social-démocrate dans l'âme, très centriste peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, peut-être annoncer la couleur, c'est toujours mieux de savoir où en est l'intervenant. Évidemment, je suis plutôt favorable et je pense que ça répond en partie, mais en petite partie seulement, aux enjeux, à la question que vous avez posée, puisque vous l'avez très orientée sur les métiers en tension. Si je veux faire vite le panorama pour camper un petit peu le décor, et j'ai un grand professionnel du sujet à ma gauche, donc je le laisserai bien sûr compléter, mais peut-être moi, à titre individuel, dans ma vie de conseil et dans ma vie dans mon travail à moi, dans le travail réel, pour reprendre une jolie notion marxiste, que j'exerce, j'ai un énorme problème avec le temps de travail. C'est-à-dire que l'angle temps de travail dans la relation que nous avons au travail me semble toujours très très limitatif. C'est paradoxal parce que moi, quand j'ai commencé ma carrière, tu l'évoquais, c'était les 35 heures, et j'étais dans un cabinet qui faisait énormément. Je travaillais avec Bernard Brune, et chez Bernard Brune, on faisait des centaines de missions sur la réduction du temps de travail. Pour parler vite, c'est ce qui me permettait d'amener un chèque à la fin du mois dans mon foyer. Mais pour autant, j'ai jamais vraiment compris comment on pouvait avoir mis à part d'un point de vue juridique et normatif, ce qui est tout à fait clair, vraiment une bonne appréhension du travail en le mesurant à travers le temps. Au travers du temps et seulement du prisme du temps. Si on est focalisé sur les finalités, alors cet échange aujourd'hui n'a aucun intérêt. Si vous êtes en capacité dans votre métier, c'est là où ça se complique. Tous les métiers ne sont pas exposés de la même manière. Mais si vous êtes focalisé sur l'obtention de résultats, et par exemple de résultats commerciaux, de vente, ou de production, et que vous êtes en capacité de les faire en 3 jours, ben magnifique, faites-les en 3 jours. Si vous pouvez les faire en 4 jours, c'est un peu moins bien, mais c'est déjà pas mal. Donc, le premier sentiment sur le sujet, c'est que quand on limite le sujet du travail à celui du temps, je pense qu'on le prend vraiment pas sous un bon angle. C'est mon avis. L'angle devrait plutôt être celui de la réalisation d'objectifs, la performance, et évidemment son côté supportable par les collaborateurs. Moi, j'ai déjà passé 6 heures de mon temps à ne pas réussir à écrire une seule ligne pour un client. Je pense que vous êtes dans le même cas que moi. Je suis pas écrivain, mais enfin bon, j'ai pas toujours des idées lumineuses pour mes clients, et parfois j'en ai 3 en 1 minute. Donc, et ça valait largement les 6 heures d'avant. Donc voilà, je pense que dans beaucoup de métiers, alors je sais bien, là aujourd'hui, j'imagine que vous êtes plutôt sur les métiers du savoir autour de la table, mais on n'a pas que de métiers du savoir, et heureusement, en France. Donc c'est peut-être plus valable pour les métiers du service, pour les cerveaux d'œuvre que pour la main d'œuvre. Deuxième remarque, c'est que la semaine de 4 jours, c'est en fait, effectivement, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai pris le sujet, hein, c'est en fait 5 jours en 4, c'est clair. Là, je suis pas trop d'avis. Là, en revanche, j'aurais un point de vue qu'on discute des 32 heures. Là, l'enjeu pour moi, en tout cas tel que j'ai pris le sujet, tel qu'on m'a expliqué, c'est plutôt de regarder comment on faisait le même temps de travail, je simplifie à mort, 1600 heures ou 35 heures par semaine, en tout cas de manière normative dans la loi et avec beaucoup d'exceptions, en 4 jours. Donc, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça a du sens? D'abord, faisons un peu d'arithmétique. Ça a du sens, puisque ça fait 8 heures 45 minutes. Est-ce qu'on peut
caser 8h45 minutes de travail dans une journée, oui, puisque même l'Union européenne a la condition que vous respectiez un certain nombre de pauses et de types de travail bien précis le permet. Donc il n'y a pas de problème pour faire ces 8h45. Donc c'est relativement basique, mais je crois que c'est important de se dire que déjà évitons chose-trappe, ça va être un chose-trappe de réfléchir aux 32 heures. Et quand on regarde les exemples qu'il y a en France ou à l'étranger, il y a des exemples de semaines de 4 jours à temps équivalent, alors, tous les pays ne sont pas à 35 heures, et puis d'autres de semaines de 4 jours avec temps réduit. Temps réduit, donc par exemple à 30 heures ou à 32 heures. C'est le cas d'un certain nombre d'exemples dont on nous rabat un peu les oreilles. Si vous écoutez un petit peu ce qui se passe chez Lidl, d'abord ce n'est qu'une expérimentation qui porte sur 18 centres commerciaux, et puis si vous regardez, c'est les gens qui sont en contrat à 30 heures. Donc là évidemment les 4 jours ça marche bien. Alors après la une des Échos, c'est Lidl passe à 4 jours par semaine. Oui, sur des contrats à 30 heures. Donc, non, pas à temps plein. Alors, en revanche, il y a des entreprises qui l'ont testé. Et la solution n'est pas si nouvelle que ça, puisque dans l'arsenal législatif, il est tout à fait possible de travailler aujourd'hui à des conditions. Il y a aussi des enjeux sur les récupérations, sur les jours de congé, etc. Mais il est tout à fait possible d'organiser le temps de travail sur 4 jours. Anecdote, une des missions que j'ai eu à conduire quand j'étais chez Bernard Brune, c'était à la ville d'Angers. À la ville, qui n'était pas encore organisée en communauté urbaine. Et à l'époque, ils voulaient réduire le temps de travail. Alors la petite blagounette des fonctionnaires de l'époque, c'était de dire c'est bien, la première année ils vont faire 33, puis la deuxième 34 et la troisième 35. En fait non, ils travaillaient 37 heures de manière hebdo. Et on les avait aidés à réduire le temps de travail. Et je me rappelle très bien d'un échange un peu surréaliste avec les espaces verts de la ville d'Angers. Rigolo, parce que je n'ai pas d'acquaintance particulière à Angers, je n'habite pas à Angers. Et on avait trouvé comme formule, une formule typique de l'aménagement réduction du temps de travail à l'époque, qui était de dire on va travailler moins et on va s'outiller avec des meilleurs outils. Je vous le donne pas, c'est pas très compliqué. Pour gagner en productivité, on va acheter des tondeuses 2 fois plus grandes et on aura plus d'équipement. Je simplifie beaucoup, mais c'est la solution qui leur a permis de réduire le temps de travail à 4 jours et demi. C'est-à-dire, c'est pas 4 jours, mais c'est 4 jours et demi pour les espaces verts. Et la formule de 4 jours, elle était possible. C'est-à-dire qu'on l'avait mise parmi les options possibles, après réflexion sur l'organisation du travail, tu as vu très juste, en apportant tout de suite cette problématique. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Peut-être quelques éléments rapides aussi sur le fait que c'est un début de pratique, les 4 jours à temps complet, si on peut dire, en tout cas les 4 jours sur 35 heures, ou 1600 heures si vous préférez, c'est une pratique qui concerne aujourd'hui pas beaucoup de gens. C'est-à-dire que dans l'Europe entière, on arrive à multiplier les exemples, parce qu'effectivement, au Royaume-Uni, il y a une expérience intéressante sur une 60aine de sociétés qui disent toutes les sociétés, que c'était pas mal. Ça a amené des gains de productivité, ça n'a pas trop détérioré la qualité de service et les gens sont heureux et ça nous permet de les garder et ça permet de limiter les temps de transport, ce dont la presse en France aussi nous abreuve pas mal et à juste titre. C'est des bonnes raisons de passer à 4 jours effectivement. Mais en fait, en France, il y a très peu de sociétés, j'essaie de faire un panorama complet. D'après les gens qui travaillent là-dessus, mais vous devez savoir mieux que moi, on évoque le fait qu'il y a une dizaine de milliers, peut-être une quinzaine de milliers de personnes qui travaillent véritablement sous ce format. Alors c'est sûrement un format qui va se multiplier. Hein. Vous avez vu aujourd'hui même l'annonce de la RATP de dire qu'elle souhaitait le mettre, elle l'avait testé d'abord sur le RERB, qu'elle souhaitait le mettre en place pour l'ensemble des agents. Alors, toutes les syndicats ne sont pas complètement alignés. C'est d'ailleurs intéressant de comprendre les raisons qui font que ils ne sont pas tout à fait fans. Et ensuite, il y a effectivement une expérimentation possible dans les secteurs, dans le service public. Voilà. Mais moi, ça me gêne un peu quand ce genre d'initiative plaît surtout au service public. Je dis pas du tout que c'est un mauvais signe, c'est pas le meilleur signal sur le fait que ça permet de garder des gains de productivité, etc. Donc, petit côté un petit peu critique, mais voilà, un peu critique et peut-être inutilement critique. Et donc, pour répondre à la question et finir avec ça sur est-ce que c'est une bonne solution pour les métiers en tension, je pourrais vous donner plein d'exemples du fait que je pense que c'est plutôt une bonne solution. Aujourd'hui, les métiers en tension, d'abord, vous êtes tous au courant du fait qu'il y en a encore.
même si le marché s'est quand même un petit peu détendu sur l'immobilier, l'hôtellerie, les transports. Clairement, il y a vraiment une pénurie. Alors c'est intéressant sur les transports, parce que pour les transports, c'est une super bonne solution le 4 jours, y compris permettant un 5e jour d'entretien des véhicules, de concentrer sur des grandes plages. C'est vraiment ce que les employeurs recherchent dans le transport. Donc pour le transport, c'est une très très bonne idée, d'autant plus que c'est une modalité qui existe déjà dans certaines sociétés, pas loin des 4 jours, puisqu'ils alternent des rythmes, parfois de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours. Selon les commandes, selon les trajets, et moyennant des récupérations, vous savez, très encadrées au niveau européen. Donc, évidemment, c'est une bonne réponse. C'est pas une réponse exclusive, mais c'est une bonne réponse. Et je terminerai juste par ça, pour essayer de camper un peu le décor, c'est de dire que c'est une bonne réponse d'attractivité, mais bien sûr, c'est une des réponses. Quand on travaille sur les enjeux qui n'ont rien à voir, qui sont un peu sous-tendus par la question, qui sont les enjeux de marque employeur, d'identité RH, pour paraphraser le nom de mon cabinet, on évoque souvent le fait qu'il y ait 8 facteurs de différenciation d'un employeur. Pour dire, si vous voulez être un bon employeur, il faut être au moins exemplaire, ou pas mauvais en tout cas, sur 2 ou 3 de ces dimensions. Déjà, vous allez voir, c'est pas simple. Exemplaire voulant dire ayant des bonnes pratiques. On peut discuter du référentiel. En règle générale, on met, pour être différenciant, pensez à quelqu'un qui veut chercher un job et qui a envie de s'éclater dans son job, et qui commence dans la vie professionnelle, il va chercher un job qui l'intéresse, donc le contenu du job. Est-ce qu'on est différenciant ou pas? Peut-être que la Croix-Rouge, elle a des trucs à raconter, ça paraît assez évident. Peut-être qu'il y a des entreprises qui ont moins de trucs à raconter. Le sens, même chose. Les pratiques de management, 3e élément. La rémunération, le package de rémunération globale, même si on va de toute façon au travail pour gagner de l'argent, mais les perspectives de gagner davantage, d'avoir un bon package, etc., sont des éléments qui peuvent aussi générer de l'attractivité. L'ambiance de travail, si on ne la limite pas à la table de ping-pong et au baby-foot. Les perspectives de développement professionnel, mais aussi, c'est juste sur ce levier-là que joue la solution pour les métiers en tension, parce que la réponse, elle est sur les 7 autres également, les questions d'organisation et de conditions de travail, puisqu'effectivement, pour un certain nombre de salariés, c'est quelque chose d'intéressant, parce que j'ai déjà évoqué un certain nombre de sujets, mais notamment sur les questions de temps de transport, c'est intéressant. Ensuite, il y a des gens qui vous disent, c'est super, parce que le vendredi, je fais toutes les tâches ménagères. C'est rigolo d'ailleurs de présenter des choses comme ça. Mais du coup, mon week-end commence vraiment le samedi et le dimanche, c'est mon week-end, mais vendredi, je fais tous les trucs que j'aimais pas faire le week-end. C'est vrai que c'est bien sur le nombre de week-ends que je me pourris à nettoyer un tas de trucs. Donc au moins le vendredi, on pourrait faire ça, c'est une très bonne idée. Et puis effectivement, il y a d'autres intérêts qu'on va évoquer, j'imagine. Et d'un point de vue macroéconomique, c'est aussi intéressant, surtout sur les enjeux de déplacement, les enjeux carbone, etc. Donc c'est aussi je pense, quelque chose d'intéressant. Voilà, pour camper un petit peu vous donner une petite saveur de mon opinion sur le sujet que vous avez déjà décelé. Donc j'ai quand même un peu un avis sur le thème. Ça marche là? J'ai pas beaucoup de voix, je suis un peu désolé, j'ai grippe il n'y a pas longtemps et du coup ça s'est tombé sur la... Vous m'entendez? Ça va? Très bien, vous avez un micro sinon à disposition. Mais il suffit simplement celui qui est sur le. Voilà, celui-là. Celui-là, il marche, allez-y, vous allez voir, ça marche. Oui, ça marche. Ah, c'est pour ça que ça fait. Et ça s'éteint pas. Ah, si. Et sinon. Ah, là, c'est bien. oui, voilà. Bon, alors voilà, ça sera mieux. Alors moi, j'ai pas d'opinion sur le sujet. Je suis chercheur, donc je suis pas enseignant-chercheur, je suis chercheur. J'étais au CNRS avant. Je suis retraité du CNRS, mais je suis associé à un laboratoire de recherche à l'IRISO, à Paris-Dauphine. Donc moi, je me suis intéressé... Pourquoi je m'intéresse à la semaine de 4 jours? Parce que je m'y intéresse très fortement, là, en ce moment. Je travaille beaucoup dessus. Je suis en train de terminer une revue de la littérature pour la Commission européenne sur ce sujet, enfin sur le sujet du temps de travail dans son actualité actuelle, donc avec un focus sur les 4 jours. Du coup, ça marche plus, ça. Bon, c'est pas grave. Donc moi, je me suis intéressé parce que j'ai fait un travail dernièrement pour Orange, qui m'avait demandé, qui veut s'interroger sur les transformations du travail, notamment le télétravail, etc., qui faisait irruption
d'un seul coup, même si eux avaient un accord de télétravail depuis 20 ans, en tous les cas, ça changeait beaucoup de choses après le Covid, en tous les cas, il y a eu l'explosion du télétravail, même si eux ne partaient pas de rien. Et il se posait une question sur le recadrement, le règlement du temps de travail qui datait effectivement des 35 heures, c'est-à-dire de 2000, un accord 2000, donc il se posait des questions sur ça. Et moi, j'aurais proposé de faire un petit focus sur justement des innovations, notamment la semaine de 4 jours. Et donc, je suis allé, j'avais fait des débats une fois avec monsieur LDLC, Laurent de la Clergerie, qui vit à une entreprise qui s'appelle LDLC. Vous avez dû en entendre parler parce que je fais pas mal de pubs, et surtout, Laurent de la Clergerie est un grand militant pour la semaine de 4 jours. Il faut savoir qu'il avait une entreprise qui a plus de 1000 personnes et qui distribue du matériel informatique. Donc je vais aller faire quelques entretiens auprès de ces salariés dans la ville, en Monnaie. Et puis, je reviens le rapport en Orange, je n'en fais rien, c'est habituel. Du coup, j'ai rappelé Laurent, qui est un personnage très sympathique. Et je lui ai dit, j'aimerais bien aller voir d'autres catégories. J'ai une catégorie de bureaux, des développeurs, des gens qui s'occupent du marketing, etc. Mais ils ont aussi des entrepôts et des boutiques, puisqu'ils vendent du matériel informatique. Et donc, je suis allé voir aussi tous ces gens. Bon, voilà, j'ai fait une trentaine d'entretiens chez eux. J'en ai fait ensuite dans une autre entreprise qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est la première entreprise en France qui est passée aux 4 jours, 32 heures, enfin, après la période Robien. Voilà. Et donc, je me suis intéressé à ça parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir, et du coup, j'ai aussi une autre entreprise qui s'appelle ID Partner, on peut les citer parce qu'ils interviennent souvent tous pour expliquer ce qu'ils pensent de ça. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir d'abord qu'est-ce que ça transforme, qu'est-ce que ça fait, quels sont les effets de la semaine de 4 jours. Est-ce qu'effectivement, il y a des effets économiques on arrive à une situation aujourd'hui, d'ailleurs, qui est intéressante. C'est d'ailleurs les tenants de la semaine de 4 jours. Alors, en France, on n'a pas beaucoup de publications, mais on a beaucoup de publications aux États-Unis, en Angleterre, etc. Pedro Gomez, Xiao Jong, etc. Gross, voilà, des gens que j'ai lus. À les écouter, la semaine de 4 jours, ça résout tous les problèmes. Alors, quand on s'interroge sur les effets de la réduction du temps de travail, je travaille avec des économistes, je travaille avec Bernard Brune, je connaissais aussi, voilà. On sait très bien que pour que ça ait des effets à la fois économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux, c'est quand même un peu la quadrature du cercle a priori. Or là, j'en suis dans mon travail. J'ai contacté Boston College, donc Juliette Schor, que je connais depuis longtemps, qui est une économiste américaine très reconnue, sociologue américaine et économiste, qui a dirigé, qui a été présidente de l'association des sociologues américains, etc. Donc quelqu'un qui scientifiquement est reconnu et qui a fait des évaluations. Ils ont fait déjà 4 rapports d'évaluation. Un sur Irlande, États-Unis, Canada, un sur UK justement, avec aussi Cambridge University et University College Dublin, UCD, et aussi l'Afrique du Sud, l'Australie, le Nouvelle-Zélande. Enfin bon, ils ont aujourd'hui, là ils viennent d'ailleurs de sortir un papier, les auteurs, c'est plutôt elles d'ailleurs, parce que c'est plutôt des femmes, viennent de sortir un papier qui reprend un peu l'ensemble sur 2000 salariés, donc ça commence déjà à 2900 salariés, 120 entreprises, etc. Donc voilà, elles sont. Je les ai contactées pour justement échanger. On a fait même un petit groupe avec des Anglais, des Américains, etc., pour réfléchir sur cette question des 4 jours. Alors, moi, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est peut-être de replacer ça un petit peu, si vous permettez, dans un contexte un peu historique. On en a parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu une grande période dans les années 80-90, les années 80 et 90, où la question de la réduction du temps de travail était très débattue, notamment, on était dans une période de chômage élevé. Donc l'idée, c'était le partage du travail. Donc l'emploi était un enjeu, l'enjeu central, je dirais, des politiques qui étaient recherchées à ce moment-là.
La France, dès 81, commence avec les 39 heures et termine avec les 35 heures. Mais l'Allemagne, pareil, on n'est pas les seuls à travailler 35 heures. La métallurgie allemande est aussi sur 35 heures depuis 1900. Enfin, ils ont mis ça en œuvre entre 1984, après une grève qui a duré 7 semaines quand même. En Allemagne, c'est rare. Dans l'automobile, dans la métallurgie. Mais il n'y a que la métallurgie, ce n'est pas national. Et il y a eu aussi le Portugal dans les années, pareil, 96, etc. Bref, le Portugal, c'est d'ailleurs pas tellement la question de l'emploi, mais en tous les cas, la question de l'emploi a été très débattue dans les milieux économiques, sociologiques, patronaux, etc., avec des pour, des contre, etc. D'ailleurs, Robien, ça vient de là. C'est-à-dire que Robien, c'est d'ailleurs Antoine Riboud qui, en 1993, dit il faut passer à 32 heures, 4 jours. Il était surtout sur la réduction de la durée du travail à 32 heures pour créer des emplois, relayé par un consultant, un peu professeur d'Impus, s'appelait Pierre Laroutourou, il s'appelle toujours Pierre Laroutourou d'ailleurs, qui est député européen aujourd'hui et qui était fervent défenseur de la semaine de 4 jours en 90, qui a donné, dans les années 90, qui a donné lieu à la loi Robien en 96. La loi Robien, c'était quoi? C'était une loi qui était une loi incitative. C'est pas une loi mandatory générale comme les 35 heures qui sont arrivées après, d'ailleurs qui ont annulé la loi Robien 2 ans après. C'était une loi incitative, c'est-à-dire c'est l'État, et c'est là où on voit effectivement que pour tenir les différents enjeux, il faut peut-être des aides gouvernementales, etc. C'est ce qu'avait décidé l'État à ce moment-là. C'était un gouvernement de droite à l'époque, c'est tout à fait étonnant. Donc l'État aider financièrement les entreprises qui baissaient la durée du travail à condition qu'elles embauchent. Donc on pouvait baisser de 10% la durée du travail et embaucher 10%. On pouvait baisser de 15% la durée du travail, on partait de 39 heures, je vous le rappelle, et embaucher. À ce moment-là, effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont organisées sur 4 jours. Pierre Laroutourou cite Maminova, etc. Il y a eu les brioches Pasquier, etc. Bon. Toujours est-il que ça s'est arrêté, parce que d'abord, les aides de l'État, elles s'arrêtent au bout d'un moment. C'était entre 6 et 8 ans, et 8 ans, oui, à peu près. Et donc, voilà. Et ce que je trouve, c'est qu'ensuite, en Europe, finalement, il y a eu le Portugal, il y a eu la Slovénie, tout ça, mais qui se sont plus mis en articulation avec la directive européenne sur le temps de travail. Les années 2000 sont marquées par un reflux de cette question de la réduction de la durée du travail. Et en fait, ça revient en Europe, ça revient notamment, alors c'est assez étonnant, c'est revenu d'abord parce qu'on a parlé beaucoup d'expérimentation en Suède. On voyait des articles disant la Suède passe à 30 heures, ce n'est pas du tout ça. Il y a des organisations, surtout dans le CARE, c'est-à-dire des EHPAD, etc. Le plus célèbre était une maison de retraite à Göteborg, mais les Scandinaves, en tous les cas, eux, envisagent, et c'est la Suède, mais aussi la Norvège, mais aussi la Finlande, pas tellement le Danemark, eux sont plutôt sur l'idée de la réduction quotidienne du temps de travail. Et donc c'était l'idée de faire 6 heures, de passer à 6 heures par jour sur 5 jours, c'est-à-dire 30 heures par semaine. Dans des métiers qui étaient des métiers difficiles, dans les EHPAD, c'est des métiers qui sont très, comment dire, mobilisateurs cognitivement, physiquement, et donc c'était l'idée d'améliorer les conditions de travail. Et dans toutes les expérimentations, ce n'était que des expérimentations qui duraient assez longtemps, la différence avec les 4 jours, il y avait effectivement une embauche compensatoire. C'est-à-dire que l'idée c'était de dire on va faire la même chose, mais on embauche des gens. Et l'idée c'était vraiment l'amélioration des conditions de travail de ces personnes. Et puis, il y a un deuxième exemple qui a relancé aussi, qui a contribué à relancer le débat sur la durée du travail, sur la réduction du temps de travail, et tous ceux qui parlent de 4 jours font référence à ça aussi, c'est l'Islande. Alors, l'Islande est un petit pays, je sais que un pays assez riche, mais dans lequel la durée du travail était parmi les plus élevées de l'OCDE. 44 heures en durée effective à l'époque. À l'époque, c'est 2015. Avec une productivité très faible, bref, une mauvaise organisation du travail, etc. Et donc, il y a eu des expérimentations, d'abord dans les services publics, la ville de Reykjavik, le gouvernement islandais, qui a duré pendant de 2015 à 2019 à peu près.
Mais là, avec des... Bon voilà, alors c'est pareil, on dit que l'Islande, c'est un exemple pour les 4 jours, etc. Il y a très peu d'exemples de 4 jours, il y a très peu d'exemples de 30 heures. Il y a plutôt une baisse de la durée du travail pour améliorer effectivement les conditions de vie des gens. Et aussi, ce qu'on a remarqué, effectivement, dans les deux cas, hein, dans les cas suédois et dans le cas islandais, effectivement, un maintien et même une augmentation de la productivité. Dans la maison de retraite, il y avait une amélioration du service, très clairement, mais il y avait des embauches compensatoires, je le rappelle. Et en fait, les 4 jours, comment ils apparaissent? Ils commencent à apparaître un peu en lien avec ça, parce qu'on dit souvent c'est le Covid, etc., qui a lancé ça. Non, ça démarre, par exemple, en 2018, chez Perpetual Guardian, qui est une entreprise un peu de financière, en Nouvelle-Zélande. Je cite ça parce que c'est pas une grosse entreprise, etc., et qui est passée à 4 jours, 32 heures, et qui a fait un buzz mondial. Perpetual Guardian a fait un buzz mondial. Derrière Microsoft Japan, on ne lui en prêtait pas, et Unilever en Nouvelle-Zélande, etc., disant on va faire, etc. Microsoft Japan, ça a duré 1 mois d'expérimentation, avec des résultats phénoménaux. 40% d'augmentation des gains de productivité, baisse de l'absentéisme, amélioration du well-being des gens, etc. Donc ça, c'était franchement on va dire des évaluations in-house, hein, qui étaient faites en interne. Alors, mais on en a beaucoup parlé de Microsoft Japan, hein, par exemple, partout, dans tous les journaux. Le Japon va passer à 4 jours. Je reviens du Japon, j'y étais au mois de décembre, j'ai discuté avec des économistes, 4 jours, voilà, oui, il y a eu Microsoft, on va. Et alors, Perpetual Guardian, par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que d'une part, Andrew Barnes, le patron de Perpetual Guardian, lui, pourquoi il a eu cette idée? Il a eu cette idée puisqu'il avait lu un papier disant que un employé, d'une façon générale, sur une journée de 8 heures, il travaillait effectivement 1h30 à 2 heures. C'était voilà, il avait lu ça, etc. J'ai dit bon, et là, il a cherché à comprendre pourquoi. Et une des raisons, c'est que les employés, ils sont à leur boulot, mais ils pensent aussi à tout ce qu'il y a dans leur travail, justement. Ils sont mal organisés, etc. Et donc, il a décidé de passer sur 4 jours, diminuer la durée du travail de 20%, et il était à 37 heures, il passait à 30 heures, pas à 32, mais à 30, diminuer vraiment de 20%. Et puis, il a eu des gains de productivité. L'idée, c'était maintien de la production. C'était la condition. Si on ne maintient pas la production, on revient à l'organisation à 5 jours. C'est là où c'est assez important. Et donc, lui, je ne sais pas très bien pourquoi, il est en Nouvelle-Zélande, j'ai lu son livre, etc. Il a créé derrière une fondation qui s'appelle, une ONG, une think tank qui s'appelle For the Week Global. Et For the Week Global, après le Covid, etc., a initié il organise des programmes pilotes, qui s'appellent ça, et dans lesquels il demande à des entreprises d'entrer dans le système, dans le programme, etc. C'est pas financé, hein, les entreprises sont volontaires, etc. Et donc, c'est là où on a effectivement un certain nombre d'expérimentations. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas limité à un pays. C'est des expérimentations qui ont lieu, là encore, je vous disais, je vous ai cité les pays tout à l'heure, qui sont nombreux. Alors, qu'est-ce que ça traduit aujourd'hui? Moi, il me semble que le message, ce que moi j'en tire, j'étudie les questions de temps de travail depuis longtemps, c'est que ça introduit un certain nombre de ruptures. D'une part, c'est l'employeur qui décide de passer à 4 jours. Les syndicats, ils sont complètement absents. Il y a des syndicats en Europe qui prônent les 32 heures, la CGT en France, par exemple. IG Metall en Allemagne continue effectivement de prôner aussi en ce moment. Ils ont mis ça à l'agenda des négociations tarifaires de 2023-2024, la semaine de 4 jours, sur 32 heures, avec un objectif d'emploi, parce qu'ils se disent l'intelligence artificielle, ça va supprimer des emplois, etc. Et aussi de la transition verte, c'est-à-dire avoir des comportements, pouvoir avoir un impact sur l'environnement. Mais d'une façon générale, ce sont des entreprises, on n'a plus des politiques nationales, il y en a. La Belgique, par exemple, a fait une loi sur la semaine de 4 jours, en 4 jours, c'est-à-dire comprimée.
en 2022. Mais d'une façon générale, c'est quand même plutôt des entreprises qui décident de passer, de franchir le pas. Alors, soit faire des Wing Global, soit toutes seules. Welcome to the Jungle, il est allé tout seul. LDLC, il est allé tout seul. IT Partner, il est allé tout seul. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là où on a, par exemple, Barnes, c'est très clair. Barnes dit, Andrew Barnes, Perpetual Global, il dit, l'idée c'est, avec une autre organisation, en libérant les gens de leur préoccupation hors travail, pendant qu'ils sont au travail, c'est-à-dire, en gros, on focus sur le travail quand on est en entreprise, et on fait rien d'autre. Et c'est là où je diverge un peu avec vous, si vous me permettez. C'est-à-dire que le travail, pour moi, ce n'est pas seulement, et si on retourne chez Marx, etc., c'est pas seulement de la production. Le travail, c'est aussi du vivre ensemble, c'est aussi avoir un sentiment d'utilité, de participer à quelque chose qui n'est pas seulement alors il y a la production, bien évidemment, participer à quelque chose, il faut que ça fasse sens. Du coup, le travail, quand on demande aux personnes c'est quoi le travail pour eux, le travail, c'est aussi, alors c'est bien sûr ce qu'ils font, le sens qu'ils s'y trouvent ou qu'ils n'y trouvent pas. Donc très souvent, on trouve des gens qui disent « Ah oui, mais je peux plus faire un travail de qualité, par exemple, parce qu'on a eu tout un processus de flexibilisation du temps de travail, d'intensification du temps de travail qui a beaucoup détérioré les conditions de travail. » Je vous renvoie aux travaux de Volkov et aux travaux de Thomas Boutreau, etc., toutes ces personnes qui ont bien mis en évidence, ou même les enquêtes de la Fondation européenne de Dublin pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, qu'on appelle Eurofound, qui fait des enquêtes tous les 5 ans sur les conditions de travail à l'échelle de l'Europe, et où la France est un des pays les plus mal placés du point de vue des conditions de travail. Très très clairement, en termes d'intensification, en termes d'autonomie au travail, en termes de possibilité de contrôle sur ses horaires de travail, etc., on est au niveau de la Turquie, quoi. Bon, voilà, donc, là, de ce point de vue-là, on comprend. Et c'est là où alors, la première rupture avec avant, c'est que c'est plus le mouvement syndical qui est porteur de ça. Il n'est pas là. Soit au mieux, il est consulté, au pire, il est ignoré. La deuxième chose, c'est l'emploi n'est plus là non plus. C'est-à-dire, l'emploi n'est plus une priorité. Alors ça, bien sûr, chez IG Metall, oui, à la CGT, oui, mais en gros, on ne parle pas d'emploi. Alors, par exemple, LDLC, j'ai discuté longtemps avec Laurent de la Clergerie, lui me disait, bon, quand j'ai décidé de passer à quelque chose, il a décidé tout seul. C'est typique, hein, on est vraiment une personne qui, en 2021, enfin il réfléchit à ça en 2020, il se dit, il avait lu Barnes et tout ça, et il se dit, finalement, moi, je pense qu'il faut donner un jour aux gens en plus, parce que quand on travaille 5 jours à plein temps, ce que vous avez dit, hein, c'est-à-dire on fait pendant 5 jours, on est sur son boulot, et les 2 autres jours, on fait ce qu'on n'a pas pu faire dans la semaine, etc. Et donc le week-end, etc. Donc donnons un jour aux gens pour faire ce qu'ils veulent, etc. Enfin, pour avoir du temps, pour se réorganiser autrement, etc. Ça, c'est son idée. LDLC, pour moi, c'est une boîte sociale. C'est-à-dire, c'est une boîte un peu comme effectivement, comme Antoine Ripoux aussi à l'époque avec L'Oréal, c'est une boîte en avance, etc. Ils viennent de signer un accord sur le congé parental. L'entreprise donne un congé parental à ses salariés. Voilà, ceux qui ne peuvent pas télétravailler ont une augmentation de salaire parce qu'ils ne peuvent pas télétravailler. Enfin voilà, c'est une boîte sociale. C'est une boîte sociale, et d'ailleurs les salariés, ils le savent, ils le disent. Je pense que Perpetual Guardian est aussi une boîte sociale, mais avec comme si une boîte financière, ils sont plus. Donc c'est la deuxième rupture, c'est l'emploi n'est plus là. Et puis, alors je vais quand même. Parce que je parle, il faut que vous m'arrêtez hein, quand. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est sur le lien productivité et bien-être. Alors ça, c'est parce que l'idée, souvent ce qui est mis en avant dans les entreprises, c'est on va améliorer le well-being des gens, leur bien-être. C'est-à-dire leur santé,
qui a travaillé, c'est la réduction du temps de travail, hein, on est bien sur les questions de réduction du temps de travail. Là, hein, moi, je vous parle des expérimentations 4 jours, 32 heures. Je ne parle pas de la semaine en 4 jours qui va être développée en France, qui est développée en France d'ailleurs. Hein, Gabriel Attal vient de dire que les administrations centrales, les ministères et décentralisés devaient expérimenter, ça serait bien qu'ils expérimentent la semaine en 4 jours, parce qu'en France, on est, depuis les 35 heures, il y a un tabou, on ne peut plus parler de réduction du temps de travail en France. C'est clair. Terminé, il n'y a plus de discussion possible. Donc, sur la semaine de 4 jours, 32 heures, en tous les cas, et ce qui est intéressant, c'est l'idée portée par des patrons, quoi, c'est de dire, en améliorant le bien-être des salariés, alors, c'est pas tous comme ça, hein, il y a LDLC, lui, c'est je vais lui donner 4 jours, etc. Mais il y a quand même, c'est une entreprise, il réfléchit quand même à ses, voilà, quel effet ça va avoir, combien ça va lui coûter, etc. D'ailleurs, il avait fait très clairement, il s'était dit, dans les bureaux, ça va passer le vendredi après-midi en général, les gens, et voilà, ils sont un peu en relâche, etc. Mais dans les entrepôts, mais dans les boutiques, pas pareil. Donc, il va falloir embaucher. Et ce qui lui est remonté, et c'est ça qui l'a étonné vraiment, c'est que justement, il a dit aux équipes, organisez-vous, voyez comment vous pouvez vous organiser, et faites-moi remonter les demandes en termes d'emploi. Et en fait, il n'a pas eu de demande. Très peu. Sur les boutiques où ils n'étaient que 3, il fallait organiser, parce que c'est pas que tous les gens n'ont pas le vendredi. C'est un jour qui tourne. Là, c'est une entreprise qui fonctionne sur 6 jours dans les boutiques, etc. Le samedi est un jour, évidemment, comme dans tout le commerce, un jour important. Et donc, le jour, et là, on le voit aussi à travers les évaluations qui ont été faites dans les différentes expérimentations que j'ai regardées. Hein, l'entreprise peut être fermée effectivement soit un jour, soit le vendredi, soit le lundi pour avoir un week-end de 3 jours, et soit on laisse le jour off au choix du salarié, soit c'est un jour off différent selon les services, soit pour des raisons d'organisation, les gens doivent alterner, donc ils travaillent en binôme. Donc, par exemple chez les DLC, le principe c'est qu'une fois par mois ils ont un week-end de 3 jours, mais seulement une fois par mois. Chez l'idée Partner, par exemple, le choix du jour, il change tous les trimestres. Parce que, justement, le patron, c'est une petite boîte, hein, ils font 80 salariés à peu près, ou 100. Et pour lui, il dit, oui, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui aient que le vendredi, ou le mercredi, ou voilà, le choix, il faut que ça tourne, parce que, voilà, chacun doit pouvoir profiter donc il fait tourner, c'est pas très facile, de fait, et pas très bien apprécié par les salariés, parce qu'il y en a qui disent, oui, moi j'ai des enfants, etc. Voilà, il peut aussi y avoir, dans certains cas qui sont analysés, qui sont présentés comme des 4 jours, 32 heures, en fait, c'est une annualisation, c'est-à-dire que pendant une période, on va être sur 4 jours, 32 heures, voire moins, et puis sur une autre période, on va être sur 5 jours, 6 jours, parce qu'il y a des variations, des choses comme ça. Voilà, alors, je reviens, je ne sais pas si on vient tout de suite sur les résultats un peu de ces... Là, c'était plutôt pour présenter un peu le background. Moi, j'ai regardé un peu, donc, moi, j'ai fait moi-même des enquêtes, j'ai fait 50 entretiens approfondis que je viens de terminer et que je veux poursuivre, parce que je voudrais poursuivre maintenant avec des entreprises qui sont passées en 4 jours. La semaine en 4 jours, c'est-à-dire des semaines comprimées. C'est intéressant de comparer les deux. Il faut quand même savoir, par exemple, que à l'URSSAF de Picardie, qui a toujours Gabriel Attal, quand il était ministre des Comptes publics, qui avait dit, voilà, l'URSSAF Picardie vont passer à 4 jours, etc. Il avait un peu promu ça. Sur 200 salariés, il y en a 3 qui sont passés sur la semaine en 4 jours. Vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, si on travaille 35 heures, on travaille 7 heures par jour. Si on travaille 35 heures sur 4 jours, on travaille 8h45, et à l'URSSAF, c'était 9 heures, parce que l'idée, c'était de travailler 36 heures. Parce que vous savez qu'en France, les 35 heures, elles peuvent se décliner sous diverses formes. C'est-à-dire qu'on peut travailler 35, 36, 37 ou 38 ou 39, et avoir des jours de repos compensatoire qu'on appelle des jours de réduction de temps de travail, JRTT.
Donc, on peut rester sur des organisations à 39 heures. Et donc, ça peut aller jusqu'à des durées jusqu'à 10 heures par jour. Effectivement, là, la question du... Alors que ce qui est recherché à travers les 4 jours, 32 heures, c'est une amélioration du bien-être des salariés, une amélioration de l'articulation vie au travail, vie au travail. Quand on travaille 9 à 10 heures par jour, l'articulation vie au travail quotidienne, elle est compliquée. Si on a des enfants à aller chercher, surtout pour les parents avec des jeunes enfants, etc., c'est assez compliqué. Donc là, de ce point de vue-là, ça attire pas beaucoup. Et en France, on est sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités locales aujourd'hui, la métropole de Lyon, la métropole de Strasbourg, qui sont en train de mettre en place la semaine de 4 jours, la semaine en 4 jours, mais ils sont coincés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réduire la durée du travail. Ils doivent respecter la loi de 2019, qui est justement au contraire. Et il faut supprimer les congés exceptionnels donnés par telle ou telle municipalité, etc. Parce qu'on constatait que les agents des collectivités locales ne travaillaient pas les 35 heures, étaient plutôt à 32, etc. Voilà. Moi-même, j'ai participé à un travail sur des établissements publics territoriaux pour voir comment faire appliquer la loi de 2019 et comment trouver des manières que ce ne soit pas du perdant-perdant pour les salariés. Et donc là, ils sont obligés de maintenir la durée de travail. Et ça existe depuis longtemps. Dans cette EPT, avant, certains travaillaient sur 4 jours, certains travaillaient sur 4 jours et demi, etc. C'était possible sur un cycle de 2 semaines, 9 jours, etc. Donc ils s'organisaient déjà comme ça. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de regarder les 4 jours, 32 heures. Alors du point de vue de l'entreprise, alors moi j'ai regardé tous les rapports qui ont été faits par Boston College, justement, l'équipe de Juliet Shore, avec l'aide de Cambridge University et de UDC, University College Dublin, UCLU. Les résultats sont, du point de vue de l'entreprise, tous convergents. C'est-à-dire, alors, il faut quand même préciser, ce sont des expérimentations qui durent 6 mois. 6 mois, c'est-à-dire que Welcome to the 4-Day Week Global va apparaître, oui, en France, on va peut-être pouvoir en faire une, semble-t-il. 4-Day Week Global suscite des candidatures d'entreprises qui organisent les choses. Et la méthodologie, c'est pendant 2 mois avant le lancement de l'expérimentation, il y a un peu de coaching, un peu d'explication de comment ça va se passer, etc., auprès des salariés, auprès des organisations syndicales s'il y en a, auprès de l'employeur, mais c'est quand même l'employeur qui décide d'y aller ou pas. Et donc, il y a cette première chose, et ensuite, l'expérimentation dure 6 mois. La méthodologie d'enquête de Boston College, c'était par questionnaire. C'est une méthodologie robuste. Hein. C'est des chercheurs et questionnaire au départ, le baseline, questionnaire au milieu, questionnaire à la fin, pour suivre un peu les évolutions, tant auprès, et ensuite regarder aussi, côté entreprise, les différents documents sur le chiffre d'affaires, etc. Alors ce qu'on voit, là c'est par exemple sur l'Irlande, les USA et le Royaume-Uni, une augmentation du chiffre d'affaires, qui est toujours citée d'ailleurs à chaque fois, et pas négligeable, hein, en moyenne 8% durant l'expérimentation, une amélioration de la productivité, donc une baisse de l'absentéisme, qui peut aller jusqu'à moins 65% au Royaume-Uni, et du nombre de départs. Moins 57% d'ailleurs des départs volontaires. Et là, de ce point de vue-là, c'est intéressant, parce que pareil, je discutais avec Laurent de la Clergerie, pourquoi il est militant comme ça de la semaine de 4 jours? Parce que les gens ne veulent plus partir. Les gens ne veulent plus partir de chez lui. Et donc, il y a un problème de renouvellement de la main-d'œuvre. Parce que, effectivement, les gens, ils disent. J'aurais demandé, moi, j'ai posé la question. Retourner à 4 jours, ça va être dur. À 5 jours, ça va être dur. Hein. Les gens sont très, très, très réticents. Et Boston College, dans leurs évaluations, ils ont posé la question aussi. On est à quel, alors eux, ils ont demandé à quelles conditions salariales, ils accepteraient de changer, de repasser à 35 heures.
il y a plus d'un tiers qui dit entre 25%, et 42% qui disent entre 25 et 50%, 13% plus de 50%, et il y en a 13% qui disent même une augmentation de salaire, ça ne m'intéresse pas, je veux rester à 4 jours. Ce qui est intéressant dans toutes ces enquêtes, c'est de voir qu'à peu près 90% des entreprises souhaitent continuer. Donc côté entreprise, il y a effectivement un enjeu manifeste économique. Apparemment, les résultats sont bons et donc ils veulent poursuivre. Et du côté des salariés, c'est 95%. Donc on est vraiment là sur des chiffres assez voilà. Alors, ce qu'ils ont constaté, ils ont fait un travail un peu consolidé dernièrement sur l'ensemble de leur et je voudrais passer directement à ça. Vous ne pouvez pas voir, donc du coup, je vous le lis. Alors, d'une part, la réduction de la durée du travail, elle n'est pas toujours de 20% dans ces enquêtes. Finalement, la moyenne, c'est plutôt entre 4 heures, 4 heures et demie. Alors, il y en a, effectivement, tout ça, ça se divise. Ils ont regardé un peu les différentes catégories. Il y en a, c'est 8 heures. Il y en a, c'est entre 7 heures et 5 heures. Il y en a, c'est entre 1 heure et 4 heures, etc. Donc, et il y en a même des employés pour lesquels il y a une augmentation du temps de travail. Par exemple, des salariés à temps partiel qui, du coup, passent à temps plein. Il faut voir que dans les autres pays, on n'est pas sur 35 heures. On part de 40 heures. C'est pas la même chose. En France, on est à 35 heures. Donc, on l'a dit, si on passe à 4 jours, en théorie, si on est sur 4 jours vraiment, et si on garde vraiment 35 heures, on passe à 8h45. Mais une entreprise qui est à 40 heures en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, etc., puisque c'est la durée du travail en général, en Belgique c'est 40 ou 38, mais enfin bref, aussi. Voilà, si on passe à 32 heures, c'est 8 heures de moins. C'est différent, c'est vraiment. Donc du coup, la durée du travail reste la même. Tandis que pour un salarié français, elle va augmenter. Alors, ce qui est intéressant, c'est les résultats. Sur le burn-out, une baisse du burn-out très significative. S'ils ont fait ça par des régressions logistiques, etc., ils ont fait tout un travail très scientifique. Je vous passe les détails. La satisfaction au travail augmente. Ce qu'ils appellent des positive affects, c'est-à-dire des sentiments, des ressentis positifs, ça augmente. La santé mentale et la santé physique également, parce que les gens font plus d'exercice, etc. Donc les résultats sont à la fois plutôt probants et assez spectaculaires du côté de l'entreprise, avec la baisse d'absentéisme, l'augmentation de la productivité, le maintien de la production, etc. La qualité du service aussi. Et du côté des employés. Et du côté des employés, parce que les employés, eux, disent qu'ils ont une baisse du temps de travail pour 83%. Donc 9% ont une augmentation du temps de travail, c'est des gens à temps partiel. Mais par exemple, en France, prenez l'exemple si on prend chez LDLC, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient choisi le 4/5e. Classique, quoi, de travail, pour avoir leur mercredi. Souvent des mères de famille, plutôt des femmes qui prennent ce 4/5e. Du coup, elles se sont retrouvées, elles, à plein temps, avec un salaire à plein temps, puisque quand la baisse du temps de travail est passée à 32 heures, leur 4/5e est devenu un plein temps. Elles sont très satisfaites de cette idée-là. C'est-à-dire qu'être à 4/5e dans une entreprise, c'est toujours être un peu le petit canard, vilain canard dans un coin, dans un service, parce que ils travaillent a priori moins, mais même s'ils travaillent plus, parce qu'il est obligé plus souvent, ils travaillent chez lui, etc. Il y a du côté donc des salariés, il y a une baisse du recours aux heures supplémentaires pour 35% dans 35% des entreprises. Il y a une baisse de la fréquence du télétravail. Alors ça, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, les entreprises que j'ai vues, à part Welcome to the Jungle, qui travaille beaucoup dans le télétravail, c'est un média, etc., avec des jeunes qui ont une moyenne d'âge de 30 ans, etc., compliqué. Et donc, ils sont habitués à travailler au télétravail, etc. C'est d'ailleurs pas toujours 32 heures, ils étaient au forfait, leur forfait, tous disent, oui, moi j'ai le travail, c'est peut-être pas 32 heures, c'est peut-être 33, 34, enfin bref, en tous les cas, ils étaient à forfait avant, et en gros, ils sont passés de 40 heures vers 32 heures. Quoi. Chez LDLC, par exemple, ils ont signé un accord pour diminuer le recours au télétravail. Et chez l'IT Partner, il a été supprimé. Voilà, parce que, effectivement, si on est 2 jours
en gros la moyenne, 2 jours en télétravail, 1 jour off dans l'entreprise, il ne reste plus que 2 jours dans l'entreprise. Il y a un problème derrière de cohésion sociale, de dynamique, voilà, de ce qu'on disait tout à l'heure, le travail, ce n'est pas que de la production, c'est aussi de l'intelligence collective qu'on met en place, c'est du travail collectif, etc. Et le risque, justement, de la semaine de 4 jours, c'est peut être une individualisation du temps de travail. Je vais y revenir. La majorité des salariés estiment et disent être plus. Alors, on est sur du self-reporting, c'est-à-dire des questionnaires, les gens répondent à une question, etc. Et je voudrais insister là-dessus. Donc, ils disent qu'ils sont plus productifs, ils font un travail de meilleure qualité, ils estiment avoir un plus grand contrôle sur leurs horaires de travail, et ils sont quand même un peu plus mitigés, enfin, moi en tous les cas, ceux que j'ai interrogés, sur l'intensité du travail. Parce que l'intensité du travail, par exemple, dans les enquêtes anglo-saxonnes, elle a augmenté pour 1/3 des salariés, elle a baissé pour un autre tiers, il n'y a pas de changement dans l'autre cas. Et puis, au Royaume-Uni, c'est quand même 62%, c'est presque 2/3 qui disent que le rythme de travail a augmenté et la complexité du travail. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses qui se déroulent aussi dans le travail. Et je vais m'arrêter là, puis on reprendra peut-être plus tard sur par exemple, sur les usages du temps. Qu'est-ce que les gens font de ce temps? C'est ça qui est aussi intéressant à regarder. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, voilà, ça va me revenir. J'ai du mal avec les... Ah oui, alors, ce qui est intéressant quand ils ont fait leur enquête, leur travail, quand ils ont consolidé l'ensemble des données qu'ils avaient, des 5 rapports qu'ils avaient faits, ce qui est intéressant, ce que montre l'équipe de Shore, c'est que plus la durée du travail est abaissée, c'est-à-dire ceux qui sont à 8 heures, voire moins de 8 heures, enfin plus de 8 heures de baisse du temps de travail, tous les indicateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, burn-out, job satisfaction, santé mentale, santé physique, augmentent proportionnellement. C'est-à-dire que plus la durée, la baisse de la durée du travail est forte, plus les indicateurs, plus l'articulation avec ce type d'indicateur est positif. C'est-à-dire qu'effectivement, eux, justement, ce qu'ils défendent, c'est d'aller vers les 32 heures, parce que c'est là où les effets sont les plus manifestes. Et en termes, y compris sur l'intensité du temps de travail, ce qui m'a beaucoup étonné, mais ce qu'ils expliquent, c'est que une forte réduction du temps de travail oblige à réorganiser complètement le travail. C'est-à-dire que, d'une part, comment on fait des gains de productivité dans un cas pareil? Parce que c'est quand même un peu mystérieux, il faut le dire. Alors, d'une part, il y a on l'a fait avec les 35 heures, réduction des pauses, des temps de pause, réduction du temps de réunion. Alors ça, par contre, c'est très, très, très important. C'est-à-dire, par exemple, chez Microsoft, les réunions, c'était pas plus de 30 minutes, pas plus de 5 personnes par réunion. Donc, c'était vraiment, voilà. On fait des économies comme ça, de temps. Donc on intensifie d'une certaine manière le temps de travail. Et puis surtout, dans les enquêtes qui ont été faites par d'autres, montre aussi que il y a l'idée, puisqu'on dit qu'il faut maintenir la production, les gens sont très focalisés pendant qu'ils sont moins de temps au travail, mais beaucoup plus focalisés sur le travail. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas de temps. Du coup, on hésite à déranger les gens, on hésite à aller les voir, on hésite à avoir tous ces travail informel qui en fait est à la base du travail réel, et c'est ça qui permet de faire le travail réel, c'est-à-dire les échanges informels entre les gens, discuter de son travail, pouvoir en parler, etc. Là, il n'y a plus de temps. Et donc ça, personne ne se pose cette question finalement, dans ces enquêtes-là, on ne se pose pas la question du travail en sens l'activité du travail lui-même, son sens. Et donc, la chose, je vais terminer là, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui est importante, c'est de voir que ces expérimentations durent 6 mois. On est sur des questionnaires self-reported. Moi, les entreprises que j'ai vues, les salariés, ça faisait 2 ans à 3 ans qu'ils étaient déjà même plus, pour Welcome to the Jungle, ça faisait 5 ans qu'ils étaient dans ce système-là. Donc là, on a quand même des effets qui sont quand même consolidés, qui sont stabilisés dans le temps. Mais 6 mois... c'est pour ça que la méthodologie là, elle est quand même problématique,
sur 6 mois, d'une part, les salariés, il y a en sociologie un effet qu'on appelle l'effet Hawthorne, un auteur américain des années 1930 qui avait fait une étude sur une entreprise d'abattoir à Chicago, où il montrait que un salarié qui sait qu'il est en observation, c'est-à-dire comme là, c'est le questionnaire, etc., va adopter un comportement vertueux parce qu'il sait qu'il est observé. Il sait qu'il est observé, il sait qu'on attend des résultats, etc. Donc, il peut adopter des comportements vertueux, mais on ne sait pas s'ils vont se poursuivre dans le temps. Donc, il faudrait 6 mois, c'est pas suffisant. 6 mois, c'est pas suffisant non plus pour stabiliser des changements d'organisation dans son travail et dans son hors-travail. C'est pas suffisant. Donc là, il y a un vrai problème. Et le deuxième problème des méthodologies, c'est qu'il n'y a pas de groupe de contrôle. En général, aujourd'hui, maintenant, on ne fait plus ce type d'évaluation sans avoir un groupe de contrôle. En Suède, par exemple, tous les cas de 6 heures par jour, 30 heures par semaine, ont été faits les évaluations ont été faites avec des groupes de contrôle. C'est-à-dire qu'on prend un groupe qui, lui, ne bouge pas. Voilà, des salariés qui resteraient à la même durée du travail, etc. Voilà, là je vais m'arrêter là, comme ça permet de réagir ou de poser des questions. Et après... Que Nicolas, tu veux réagir il y avait beaucoup de... Ouais, c'est bien. Comme ça, il y a un petit peu d'interaction avec la salle. Effectivement, j'ai appris beaucoup de choses, c'était très intéressant. Je pense que vous avez dit un mot qui me semble essentiel, même la manière dont les entreprises peuvent prendre le sujet en France, c'est celui de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, pour le moment, c'est un terrain d'expérimentation. Et c'est très bien. C'est-à-dire que c'est très bien que ce soit pas trop encadré par l'État, que le gouvernement veuille le développer dans les services publics. Pourquoi pas, du moment qu'il s'en occupe pas trop. Du moment qu'il oblige pas trop, c'est mon point de vue, effectivement, je fais partie des traumatisés des 35 heures, mais en tout cas, je trouve, mais sans avis politique sur le sujet, mais quand même avec un avis sur la densification du travail et l'inefficacité sur la création d'emplois. Mais ça, après, on rentre dans des points de vue qui sont des points de vue politiques que je ne souhaite pas défendre ici, mais sur le terrain d'expérimentation lui-même, je trouve qu'effectivement, c'est très intéressant. Ça me fait penser, ça n'est pas exactement le même sujet, clairement, mais à l'ouvrage qu'on avait écrit avec mon associé qui s'appelait « Faut-il libérer l'entreprise ?» que tu as gentiment cité tout à l'heure, où effectivement, c'était un champ d'expérimentation, la libération des entreprises. Et on voit bien que si on appliquait ce qui en fait ne veut rien dire libérer une entreprise, comme vous le savez tous, c'est même plein d'effets pervers extrêmement forts quand on regarde les situations, pour le coup, qu'on a beaucoup analysé. Mais en revanche, ce qui était bien, c'est pas trop libérer l'entreprise, c'est ce que les entreprises qui ne la libéraient pas ont vu des expériences et en ont traduit dans leur mode de fonctionnement. Donc, pour aller très vite, heureusement qu'ils n'ont pas libéré avec plein de guillemets leur entreprise, mais ils ont changé un peu les modes de management, ils ont resserré un peu les niveaux managériaux, ils ont sans doute laissé plus de responsabilités aux collaborateurs. Donc, si pour toute innovation, en sciences sociales ou en économie appliquée comme ça, on est en capacité de créer quelque chose qui est plus adapté au business d'une part, c'est vrai que j'ai plutôt insisté là-dessus, et aux salariés, c'est absolument parfait. Donc moi je suis très favorable à ce qu'on multiplie ce genre d'expérience, je n'ai aucune influence sur le sujet. Mais je pense aussi que c'est un élément positif, effectivement, pour la question que vous posez, qui est notamment les métiers en tension, mais pour développer l'attractivité d'une entreprise. Alors, ça, c'est l'intervention la plus longue. Les autres, c'est des micro-points. C'est celui sur... bien sûr, le focus sur la production et considérer que le travail est aussi, peut-être surtout pour certains, un lieu de construction, de confrontation et un véritable monde social dans lequel on va se développer, avec des confrontations d'ailleurs de ces mondes sociaux, pour mal paraphraser un célèbre sociologue. Effectivement, je suis le premier à considérer que c'est extrêmement important. C'est-à-dire des éléments que vous avez évoqués, la semaine de 4 jours. Alors, tout dépend de l'organisation du travail. Parce que si c'est 4 jours pour tous, c'est pas la même chose que si c'est des 4 jours pour couvrir 7 jours d'ouverture du service. Parce que presque mécaniquement, il faudrait qu'il y ait 2 équipes qui se chevauchent un peu. Par exemple, si on est à 2 équipes, enfin, vous avez compris, on peut le faire avec 3, 4, 5. La créativité est maximale sur les questions d'organisation du travail. Mais effectivement, il y a quand même un risque si on a une ouverture forte de l'activité, 5, 6, 7 jours
notamment, et qu'on a 2 cycles de 4 jours de gens qui se parlent plus, avec des communications plus compliquées, etc. Donc ça se manage bien si c'est bien organisé, un petit peu comme le sujet précédent sur la libération de l'entreprise. Je pense que si c'est bien organisé, c'est des choses qui se passent extrêmement bien, mais avec une vraie réflexion sur l'organisation du temps de travail. Pensez à toutes les boîtes, si vous avez connu dans les années 2000, qui ont réduit le temps de travail au dernier moment, un peu sous la contrainte, en mettant une formule vite fait, bien fait, et qui n'ont pas réfléchi au système de production qu'il y avait derrière, et il y en a beaucoup, elles ont toutes perdu en productivité. Puis les copines d'avant qui, elles, avaient anticipé, fait intervenir des gens de l'extérieur aussi. Je dis pas que le conseil, c'est l'alpha et l'oméga, mais avoir fait venir des gens de l'ANACT, par exemple, pour analyser, puisqu'ils étaient disponibles pour le faire à cette époque-là, pour venir analyser leur organisation de travail, à faire intervenir des sociologues ou des consultants. Bon, ces gens-là qui s'y étaient pris un peu en avance, ils avaient gagné en productivité. Voilà, donc on avait ceux qui avaient anticipé, qui avaient gagné, ceux qui sont allés au forceps, qui ont perdu. Donc évidemment, c'est les derniers qui ont râlé le plus fort et qui ont emporté la mise pour que plus jamais on réduise le temps de travail dans ce pays. Mais voilà, donc ça c'est un truc important. Ensuite, dernier point, c'est la densification du travail. Alors c'est compliqué parce que mathématiquement, si on fait 8h30 de journée, on pourrait imaginer qu'on est là, on fait des journées qui sont plus larges, dans lesquelles on pourra donc être plus cool, puisque je suis plus longtemps au travail, mais peut-être que je pourrais être plus cool. En fait, c'est difficile, parce que y compris les enquêtes sont un peu contradictoires sur le sujet, de savoir si est-ce qu'on intensifie ou est-ce qu'on élargit le travail. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que dans la mesure où on va pas travailler le 5e jour, on va sans doute mécaniquement, sauf avoir un management extrêmement sympathique et pas trop, enfin assez clair sur les objectifs, on va forcément intensifier son travail pendant ces 4 journées. Et l'intensification du travail, alors moi j'ai pas du tout une vision doloriste du travail, hein, vraiment, mais alors pas du tout, pas du tout, je crois même que le travail est plutôt quelque chose qui libère qui l'emprisonne, mais ça c'est une conviction personnelle. En revanche, moi, quand je regarde les études de l'ANAC ou que je regarde même les enquêtes d'instituts un peu connotés politiquement, mais comme l'Institut Montaigne, on voit quand même que les salariés disent ressentir très fortement une augmentation de leur charge de travail. Pour moi, c'est le sujet du moment. Vraiment, la charge de travail, c'est vraiment le sujet. 60% des gens disent qu'ils ont trop de travail. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Et puis peut-être que moi, je dis j'ai trop de travail, et puis que vous, à ma place, vous auriez aucun problème à faire le boulot. Mais en tout cas, les gens disent ça. Et il y en a 37%, ça c'est une autre enquête, et là pour le coup c'est une enquête conditions de travail mise en place par l'ANACT, qui elle met en évidence que 37% des salariés considèrent qu'ils ont un rythme qui est devenu insoutenable. Donc attention, je dis pas mécaniquement 4 jours égale travail insoutenable, mais je dis mécaniquement pas de réflexion sur l'organisation du travail, risque d'intensification, on est déjà très haut en France, on s'organise pas suffisamment bien, il n'y a pas suffisamment de réflexion sur l'organisation du travail en France. Vraiment, je crois qu'il y a vraiment, vous l'avez évoqué, je crois, mais un déficit assez fort sur ce sujet-là. Et c'est dommage, parce que c'est un champ d'exploration passionnant. Merci. Alors, parole à la salle. Je voulais juste préciser une chose, c'est qu'en France, les cas, par exemple, que l'on dit, ce n'est pas des expérimentations. Eux, ouais. Ce qui m'a étonné, d'ailleurs. Ils l'ont fait. Quelqu'un comme Laurent de la Guerre, il a dit, ouais, allez, on y alors, Welcome to the Jungle, ils ont expérimenté. Ils ont fait 5 mois d'expérimentation. Mais LDLC, une boîte de 1000 salariés quand même, 1100 salariés. Il est surpris, quoi. Il fait la négociation annuelle, là, la NAO. Une fois qu'elle est terminée, elle dit j'ai une chose à vous dire, en juin 2020, je voudrais qu'on passe à 4 jours. Et je voudrais que les équipes s'organisent pour passer à 4 jours. Alors déjà, la première question, c'est 4 jours avec quel salaire, etc. Ah non, maintien du salaire, etc. Ensuite, et pour combien de temps? Ah non, c'est permanent, je voudrais qu'on passe à 4 jours, etc. Donc lui, il était vraiment parti dans ça. Et Welcome to the Jungle, bon, ils ont fait l'expérimentation, puis ils sont passés à ça après. Pareil pour IT Partners, souvent les entreprises. Alors que là, mais ce qui est intéressant dans les expérimentations qui sont menées dans les différents pays dont vous avez parlé, et il va y avoir une qui est nouvelle qui est lancée en Allemagne, là, aux Pays-Bas. Donc ça se diffuse quand même. Ouais. Ça se diffuse. Pour l'instant, on est encore très marginal. Hein. Il y avait une enquête de la Fondation montrait que 8% des salariés européens travaillaient moins de 5 jours. Et dedans, il y a les travailleurs à temps partiel en plus. Donc pour l'instant, on est effectivement sur des chiffres encore marginaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se répand. Je sais qu'en France, il y a un petit lobby qui est en train de se monter pour qu'on fasse ça aussi. Mais alors, comme l'État ne veut pas,
l'État, les politiques, personne ne veut toucher à ça. Donc c'est à travers For the Week Global que, comme dans les autres pays, UK, etc., où il pourrait y avoir une expérimentation de ce type-là qui démarrerait en fin d'année s'ils arrivent à trouver des entreprises. Voilà. Parce qu'elles ne sont pas aidées. Elles y vont toutes seules. Elles payent même quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des questions de remarques, des commentaires? Karine Desnage, DRH de Scania Production, futur ex-DRH, qui quitte Scania bientôt. Vous voulez pas un micro? Ah, mais il a un fil. Non, il y en a un sur la team, voilà. Oui, voilà. Oui, voilà, c'est bien. On ne vous entend pas bien. Merci. Vous m'entendez? Oui, allez. Donc, Karine Desnage, je suis future ex-DRH de Scania Production, qui est une société de suédoise qui est depuis cette année. Je vais poser une question. Donc, en tant que DRH, on passe beaucoup de temps aujourd'hui à s'occuper du hors-travail, à organiser la qualité de vie hors travail, que ce soit le télétravail, l'expérience collaborateur, en dehors, la médecine de la compétence. Et du coup, la question, c'est en quoi, vous avez un peu répondu, mais en quoi la semaine de 4 jours répond à la question de la qualité du travail, à la qualité au travail et à la qualité du travail. C'est juste ce qui nous préoccupe tous. En tous les cas, pardon? C'est juste ce qui nous préoccupe tous, c'est la qualité du travail. Oui, Ce oui. qui fait que les gens ne se sentent pas bien au travail. Donc, c'est la qualité de leur travail. Ah, les résultats de l'enquête, des enquêtes qui ont été menées, en fait, des évaluations qui ont été faites, des expérimentations aux États-Unis, en Irlande, au Canada, etc., par Boston College, montrent que, enfin, en tous les cas, ce qui atteste des résultats, c'est une amélioration de la qualité du travail. Les gens disent, je suis à la fois plus productif et j'ai un travail de meilleure qualité. Mais en fait, Alors, c'est je leur pense que... déclaration à eux. Comment? C'est leur déclaration à eux. C'est leur déclaration à eux, c'est du self. C'est du employeur. Les employeurs, eux, ils voient que la productivité augmente, que la production augmente en passant à 4 jours, que les gens sont plutôt satisfaits, donc eux, ils sont... Alors là aussi, tant que la production est maintenue. Chez Barnes, par exemple, ce qu'a fait le Guardian, c'était très clair. C'était, si la production n'est pas là, on reviendra à 5 jours. Donc il y a... on peut aussi voir dans les évaluations qui sont faites le désir. Alors c'est ça, c'est intéressant. C'est-à-dire pourquoi les gens veulent travailler 4 jours plutôt que 5 jours. Non, c'est une vraie question, ça. Et Quelle est leur activité? Comment? Pardon, quelle est leur activité? C'est une activité financière et liée à l'immobilier. Bon, c'est une petite boîte, 70 personnes. Mais c'est fou, c'est de cette boîte-là qu'est parti le buzz, quoi. Il a écrit un livre, etc., sur la semaine de 4 jours. Et donc, moi, je me pose toujours la question du point de vue des salariés. Je me dis, mais finalement, alors d'abord, je leur pose, j'essaye dans mes questions. Moi, ce n'est pas des questionnaires, c'est des entretiens semi-directifs que je mène 1h30 avec chaque salarié, quoi. Donc, j'essaye d'approfondir les choses. Donc, on est sur du qualitatif. Je vais pas sortir des chiffres, etc. Pour l'instant, en tous les cas, quand j'en aurai 100 ou 200, oui, je pourrais, mais pas là. Effectivement, c'est du self-reporting, c'est-à-dire que les gens disent ça. Et encore une fois, il ne faut pas oublier cet effet ressort dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'adapter, de dire, mais derrière, il y a quand même l'idée de vouloir garder cette organisation, c'est-à-dire de voir un jour de moins au travail. Et un jour de moins au travail, qu'est-ce que ça signifie au fond? C'est ça, moi, la question pour le salarié. Est-ce que c'est un jour de moins, pour reprendre Daniel Linhart, de moins à être subordonné, parce que le travail, c'est un travail subordonné, c'est un travail, on est à la disposition d'un employeur. Alors déjà, le télétravail, il avait enfoncé un coin de ce point de vue-là, parce que le télétravail, on n'est plus vraiment à la disposition de son employeur, c'est-à-dire on n'est pas tout le temps sous son œil, quoi. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est dans le code du travail. Le télétravail, c'est déjà un coin. Mais là, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire le travail est tellement finalement boring que on a envie d'y passer le moins de temps possible?
Et donc là, on passe avant c'était en termes d'heures, aujourd'hui c'est en termes de jours. C'est-à-dire un jour, c'est quand même pas pareil. D'ailleurs, c'est intéressant de voir en Suède pourquoi c'est En Suède, ça a été souvent ce modèle de la réduction de la durée quotidienne. Parce qu'en Suède, il y a, je dirais, d'abord c'est un système plus égalitaire en termes de répartition des tâches domestiques, ménagères, etc. C'est un modèle dans lequel, et donc ils font le choix de la réduction. Il y a eu plusieurs, hein. Il y a eu ça, il y a eu un modèle d'organisation, en particulier en Finlande, qui s'appelait 6+6, c'est-à-dire l'idée c'était d'augmenter la durée du service, c'était souvent dans des collectivités locales, en faisant 2 équipes de 6, 12 heures. Alors, le service était ouvert 12 heures au lieu de 8 heures, mais avec 2 équipes de 6. Et ça a été des choses qui ont été expérimentées en Suède, en Norvège, à Göteborg, à côté de cette EHPAD dont tout le monde a parlé. Il y avait un concessionnaire automobile Toyota qui a adopté ce système 6+6 pour pouvoir répondre à la demande sur une période plus large. Donc, pourquoi les gens veulent travailler un jour de moins? Moi, je pense qu'il y a un ensemble de choses. Il y a effectivement le fait du hors-travail, c'est-à-dire, ça peut être ça aussi. Il y en a plusieurs, moi, qui m'ont dit, ça remet le travail à sa place. On est presque moitié-moitié. C'est pas, finalement, ils n'ont pas tous des week-ends de 3 jours, hein, mais il y en a qui ont, par exemple, le jour off, le mardi, le jeudi, et ils sont très satisfaits de ça, parce qu'ils ont une sorte de week middle. Et je reviens au boulot avec plus d'énergie, avec plus voilà. Et ce qui expliquerait la productivité. C'est-à-dire que les gens reviennent, ils ont été reposés, ils se sont reposés pendant une journée, ils ont fait autre chose, etc. Donc est-ce que c'est finalement cet équilibre entre temps libre et temps quantitatif, pour le coup? Donc est-ce que c'est échapper à la subordination? Moi, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment de réponse par rapport à ça. Alors, on a testé, sous la contrainte, on a testé des modèles d'organisation différents. Avant un passage en 2 équipes, on a testé une organisation qu'on appelait 9/10e, c'est-à-dire qu'on faisait sur 2 semaines, 2 fois 37 heures, enfin, mais une semaine, ils avaient une journée de congé tous les 10 jours. Ce qui leur permettait des fois d'avoir des super week-ends, les 15 jours. Et ça, on a testé sur la durée, c'est-à-dire que ça a duré 9 mois, plus 9 mois, presque un an. Et puis, on a testé des organisations d'activité partielle. Donc là, encore une fois, sur la contrainte. C'est-à-dire que la première fois, c'est choisi pour passer à une étape en 2 équipes. La deuxième fois, on n'a pas le choix. Donc, dans tous les cas, les collaborateurs sont contents. Parce que la qualité de vie hors travail, elle est top. Hein. Donc, effectivement, baisse de l'absentéisme, parce que on a un vie médicale, ce genre de choses. Par contre, au niveau de la qualité de critères, chute, sécurité, chute, difficulté de concentration, parce que quand ils étaient au travail, ils n'étaient pas dans le travail, ils passaient leur temps à penser ce qu'ils allaient faire en dehors du travail. Sur la crise de 2009, on était en activité partielle de journée par semaine, on a eu une augmentation des maladies professionnelles. Parce que sur le métier d'opérateur, ils avaient fait des vignes, dans le sens que ça veut dire des vignes. Donc, on n'a pas. Enfin, sur la durée de l'organisation de 10e, les gens disaient oui, c'est vrai, c'est super, parce qu'on est content, parce qu'on a des bouteilles de café, ça c'est top. Les journées rallongées, on peut fatiguer et c'est pas tenable sur la durée. En tout cas, sur le côté de faire 5 jours en 4, pas sûr que ça tienne sur tous les métiers et en tout cas sur la durée. C'est juste très empirique. Pour le coup, c'est pas scientifique. On a quand même pas mal de retours dans les enquêtes du climat social des collaborateurs qui peut être un bémol, même si on est tout à fait conscient en tant que DRH que c'est une aspiration forte de la société. Et encore une fois, c'est parce qu'on ne s'occupe pas de la qualité du travail et ce qui fait que la qualité du travail est dégradée aujourd'hui. La parole à la nôtre. Soit vous descendez, soit le micro monte de soit vous faites la moitié du chemin. Merci. J'avais une petite question, je pense. Comment la semaine de 4 jours est compatible aujourd'hui dans la fonction publique, dans un contexte d'extrême tension au financement du secteur public? Et comment on garantit la qualité du service public
C'est pour je suis pas sûr que la réponse. Et l'autre question que je me pose, c'est on sait qu'on va arriver une démographie en baisse. Est-ce que sur la longue durée, la semaine de 15 jours est compatible avec cette démographie? Alors, Allez-y, si tu vois, sur la collectivité locale, j'ai l'impression que ça se fait à durée de changer. Donc après, ça peut être une expérience qui a été donnée dans une collectivité au Québec. C'est intéressant, parce que c'est aussi à 35 heures. Donc, eux aussi, c'est à 35 heures. Et en fait, ils ont réorganisé le travail en deux équipes. Une équipe qui travaillait du lundi au jeudi et une équipe du mardi au vendredi. C'est-à-dire que du coup, c'était pas ouvert, mais comme ils avaient gardé, ils pouvaient allonger la durée du service sur la journée. Du coup, s'il y avait une journée en moins, ils réduisaient la durée du travail quand même, mais de 3 heures seulement, puis on passe à 32 heures. Et donc, je pense que ça suppose des réorganisations, c'est-à-dire que ça sera admis, notamment par le public, par les usagers des collectivités locales, que si le service n'est pas détérioré, même si, à condition même qu'il s'améliore. C'est intéressant parce que même la semaine comprimée, par exemple, dans l'État de Utah, voilà, aux États-Unis, Utah, ils sont passés au moment de la crise énergétique, dans les années 2010, il y a eu une crise énergétique. Pour faire des économies d'énergie, en tous les cas, ils ont passé un certain nombre d'États, cet État-là, de Utah, a passé un certain nombre de ses services sur 4 jours, c'est-à-dire ils ont fermé le vendredi. En fait, ça n'a pas eu d'effet négatif sur la qualité du service. Par contre, ça a eu des effets très importants en termes d'économie d'énergie, parce qu'ils fermaient, pour le coup, les bureaux étaient fermés. Et j'ai rencontré aussi d'autres entreprises, je n'ai pas encore eu le temps d'aller les enquêter, qui sont en semaine comprimée dans le secteur de l'ameublement, puisqu'on m'avait demandé de venir faire une conférence sur la Fédération de l'ameublement. J'en ai profité pour essayer de glaner des terrains, comme on dit quand on est sociologue. Et c'est intéressant parce que là aussi, il y a des petites entreprises de menuiserie, de fabrication de meubles, etc., qui ferment un jour pour faire des économies d'énergie. On est faire du crème, etc. C'était là il y a un an. Hein. Et donc, ils ferment un jour, mais ils gardent la même durée de travail, donc c'est même comprimé. Là, après, c'est de faire le deal, hein, c'est de faire la même production sur 4 jours. Et qu'ils allongent la durée du travail. Alors ça, c'est une autre question, parce que passer à 9 heures par jour, 8h45, quand on vient de 16 heures, on sait qu'il y a aussi des rendements décroissants sur l'ensemble de la journée. C'est-à-dire qu'il y a un effet de fatigue à la fin de la journée. Alors la première, peut-être pas, la deuxième, peut-être pas, mais la troisième, sûrement, et la quatrième, encore plus. Et donc, là aussi, c'est des effets qui sont mal mesurés. Ce qui est dommage, c'est qu'on est, dans les expérimentations que j'ai regardées, c'est que des expérimentations, qui ont été évaluées, c'est essentiellement des expérimentations de 4 jours, 32 heures. On n'a pas d'évaluation de la semaine comprimée encore. En Belgique, il y a eu une loi, je le disais, hein, en octobre 2022, qui a permis, effectivement, qui a dit, voilà, on peut travailler en 4 jours, mais en gardant la même durée conventionnelle qui existe, soit 40 heures, soit 38 heures, en Belgique, c'est les deux. Mais il n'y a pas eu d'évaluation, parce qu'il y a eu très peu de personnes qui sont entrées dans ça. Et on peut imaginer, pour répondre à votre question, que, par exemple, alors là, c'est la semaine comprimée en France, hein, si on a la semaine en 4 jours, mais ils peuvent aussi, comme ils sont sur 4 jours, ils peuvent avoir des équipes chevauchantes, effectivement, adopter ce système qui a été adopté au Québec et qui existe. Par exemple, chez Brioche Pasquier, moi, j'avais suivi ça au moment des accords Robien, parce que j'avais suivi les accords Robien à l'époque. Voilà, ils avaient fait ça aussi, des équipes chevauchantes qui permettent, en fait, d'avoir des équipes d'ouvrir, enfin, d'avoir une amplitude d'ouverture plus longue, soit sur la journée, soit sur la semaine. Donc ça suppose quand même des réorganisations du temps de travail. Et c'est ce que suggère en tous les cas, mais on attend un peu des résultats un peu plus élaborés du point de vue par les équipes de Boston College, parce que eux suggèrent effectivement parce que quand même, normalement, il y a une intensification du temps de travail. Si on fait en 4 jours ce qu'on faisait en 5 jours, ça suppose que les 4 jours en question, c'est des jours où c'est quand même plus intensif, quoi. Parce que, avec moins de temps, etc., on est fatalement focalisé sur notre travail, on densifie, on intensifie. On fait les choses. Alors, est-ce qu'on fait les choses plus vite au détriment de la qualité ?
c'est dans les enquêtes de conditions de travail en France, en tous les cas, c'est ce qui ressort, c'est-à-dire l'accélération, l'intensification, le fait d'être obligé de rentrer dans des délais de plus en plus rapides, ou la densification, c'est-à-dire tous les trucs de reporting, etc., qu'il faut faire, etc., font que, du coup, les gens disent « je ne peux plus faire mon travail comme je voudrais le faire ». Ça, c'est une grande plainte en France. La plainte c'est pas la question du travail en soi, c'est « je ne peux plus faire un travail de qualité ». C'est l'hôpital, c'est l'exemple typique. C'est l'exemple typique. Effectivement, et la différence avec la Suède, et ce dispositif sur 6 jours, 30 heures, c'est qu'eux, ils ont embauché. Mais c'est des expérimentations, et les expérimentations se sont toutes arrêtées, alors que c'est des expérimentations qui duraient 2 ans, 2 ans et demi. À la maison de retraite de Göteborg, ça a duré 2 ans et demi. Et finalement, c'est le coût qui est supporté par la collectivité locale. Et là, on a aussi ce côté, une politique nationale, une politique qui est très éclatée entreprise par entreprise. Et là, la collectivité locale de Göteborg disait oui, c'est un peu bête parce qu'en même temps, on fait faire des économies à l'État parce qu'il y a moins de chômage, puisqu'on a embauché, il y a moins de chômeurs. Et donc, moins d'absentéisme. Donc, pour les économies sociales aussi, il y a des économies qui sont faites, etc. Donc, si vous voulez, globalement, ils font faire des économies à l'État, mais c'est eux qui payent, qui ont financé finalement les embauches compensatoires, qui ont permis de maintenir la qualité du travail. Peut-être juste un complément sur la deuxième question, sur la démographie, puis peut-être revenir sur le secteur public très vite. Sur la démographie, la France, si on parle de la France, elle est moins impactée dans l'évolution de la population active, incluant les chômeurs, que beaucoup d'autres pays européens, mais elle est impactée quand même. En fait, aujourd'hui, on a 30 millions de personnes en population active. Et si on se projette à 2070, là où ça devrait s'écrouler dans beaucoup de pays, en France, ça s'écroule pas tant que ça, parce que sur 2070, donc on est quand même, c'est pas demain matin, on arrivait à 28 millions et demi, 28 millions, c'est ça là. Donc il y a quand même une diminution, mais elle est beaucoup plus lente quand même, du fait des naissances, enfin bref, de l'évolution démographique comparée dans d'autres pays, que dans d'autres pays. Alors ceci étant, ça change rien à votre question, parce que ça veut dire qu'il y aura une tension vraisemblable, enfin naturelle, sur les recrutements, etc. Alors c'est très indirect, la conséquence sur notre sujet, mais il y a quand même une conséquence qui est au travers de qu'est-ce que je peux faire pour mieux attirer et être différenciant sur le marché. Donc la semaine de 4 jours, c'est quand même quelque chose. J'ai pas répondu à la question sur sur la qualité du travail, mais c'est quelque chose qui, du point de vue des salariés, eux ils disent qu'ils bossent mieux. Ça, il faudra regarder. Mais en tout cas, ils bossent dans des conditions qui sont meilleures. Clairement, toutes les enquêtes que vous avez regardées mettent en évidence que les salariés sont super contents, sont plutôt contents d'un sujet comme ça, d'un fonctionnement sur 4 jours. Peut-être il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, qui me semble important, y compris dans la question que vous posiez, Madame, sur la qualité du travail, c'est celui du management dans ce cadre-là. Alors, ça va être très différent selon la semaine comprimée, pour reprendre l'expression de monsieur, c'est-à-dire les 35 heures, mais en 4 jours, ou si on est sur 30-32 heures. Évidemment, c'est plus du tout le même sujet, mais je pense que ça remet fortement le rôle du manager dans toutes les évolutions d'organisation qu'on a connues et d'évolution du temps de travail. Les managers ont eu un rôle pour imaginer les dispositifs qui s'appliquaient les mieux dans le détail. Parce que là, on est très générique, c'est 4 jours, mais en fait, après, on va regarder les horaires, à quelle heure, la pause, pas la pause, etc. Et ça, il faut que les managers soient bons sur le sujet. J'alerte juste sur un fait, c'est si ce sujet doit se généraliser, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un chouette sujet, qu'il faut des expérimentations, qu'il faut pas le rendre obligatoire. Je pense que vous avez compris mon point, mais il faut sans doute le généraliser. Ça suppose que les managers s'en occupent bien. Il y a eu beaucoup d'expériences de réorganisation et d'organisation du temps de travail dans lesquelles les managers sont fichés un peu, je le fais cash, et où ils demandaient en gros la bonne formule au RH. Et là, le RH était ravi parce que c'était le moment, si vous regardez toutes les enquêtes sur l'évolution de la fonction RH, c'est le moment où le RH s'est mis à travailler sur les organisations de travail. Jusqu'ici, il était beaucoup relations sociales, etc. La RTT l'a fait vraiment rentrer dans l'organisation du travail, vous voyez l'expression du travail réel, du travail des équipes, de l'organisation des plannings. Pensez à la SNCF. Les DRH ne foutaient pas les pieds sur les lignes.
avec la RTT, ils ont mis les pieds dans les équipes, dans les entrepôts, parce que c'était eux qui donnaient les bonnes solutions. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on a très fortement éloigné ces 15-20 dernières années, depuis la RTT, les managers des questions d'organisation du travail. On le voit très nettement dans les questions lorsqu'il y a un PSE ou lorsqu'il y a une réorganisation, on voit très nettement la faible, pour le coup c'est un témoignage personnel, pas du tout statistique, mais une culture générale des managers sur les questions d'organisation assez faible. C'est-à-dire que si on leur laisse la main pour qu'ils réorganisent leur entité, le temps de travail, alors dans un cadre, là on dirait 4 jours, il faut bien accompagner quand même sur les passations de consignes, sur la sécurité, sur les pauses, sur le management à distance. Je ne parle même pas du télétravail, parce que le 4 jours se combine avec le télétravail. Nulle part il est écrit que parce que tu es en 4 jours, tu n'as plus de télétravail. Si tu es 4 jours plus 2 jours de télétravail, bon, c'est un monde du travail un peu différent, c'est sûr. Donc je crois que c'est super important de revenir, on n'a pas évoqué du tout ce rôle des managers, et moi j'ai plutôt en face de moi des managers qui, lorsqu'on adresse les sujets d'organisation, ont un peu oublié le sujet, sont moins rentrés dans le sujet depuis longtemps. Donc je pense que ça c'est une condition de faisabilité super importante pour la mise en place de dispositifs de semaines de 4 jours. Et puis sur le secteur public, vous avez un peu tout dit. Secteur public, il y a quand même des secteurs où c'est intéressant. Le secteur de la petite enfance, par exemple, c'est un secteur où cette formule-là, elle est très très intéressante, à la fois pour attirer des gens qui ne veulent plus travailler dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine où il y a une vraie situation pénurique, et ensuite ça correspond parfaitement. Alors, c'est pas cool, parce que ça fait des journées non seulement longues, mais alors avec un niveau sonore et un niveau d'exposition extrêmement fort, mais en tout cas d'un point de vue purement d'organisation, ça s'y prête plutôt bien. Voilà. En tout cas sur un certain nombre de sujets, mais tant qu'on n'est pas sur 4 jours d'ouverture du service public. Ça, c'est un autre sujet, parce que ça serait une catastrophe complète. Et comme vous le savez, au moment de la RTT, la première, il y a des collectivités territoriales qui avaient devancé l'appel, n'étaient absolument pas obligées à l'époque, tout au début, si vous vous rappelez, avant les lois Aubry, il y en a qui, inspirés des lois Robien, avaient réduit le temps de travail et avaient fait des trucs complètement délirants. C'est-à-dire vraiment des trucs où ils fermaient le service une journée, après tout les gens n'ont qu'à être informés, rentrer dans les horaires du service public, etc. Ça il faut vraiment évidemment l'éviter. Sur le rôle du manager, c'est intéressant parce que c'est les premiers qui, par rapport à cette question des 4 jours, sont quand même les plus réticents. Ouais. Donc, Laurent Laclerc-Lery disait, moi j'ai dû convaincre le manager, quoi. Mais on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, on peut pas faire en 4 jours ce qu'on fait en 5 jours, je vais être obligé de taper sur mes équipes. C'était vraiment le. D'ailleurs, comme pour le télétravail, dans les deux cas, ils ont dit ça. Parce que c'est pour eux compliqué. Alors, le télétravail, parce qu'on n'a pas sous la main, et 4 jours, c'est parce que ça constitue du travail, ça nous oblige à réorganiser. Et là, il faut qu'ils reviennent sur des problèmes d'organisation du travail et qu'ils réfléchissent avec leurs équipes, etc. Et c'est là où c'est important. Et le processus chez LDLC était intéressant de ce point de vue-là, c'est que vraiment, Laurent Laclerc-Lery, il a dit à cette équipe, écoutez, allez-y, réfléchissez ensemble, voyez comment vous pouvez faire, comment vous pouvez vous organiser dans votre service, service par service, comment vous pouvez vous organiser, faites-moi remonter s'il y a des demandes d'embauche, etc. Donc il les a laissés en fait s'organiser service par service et les managers ont été obligés de s'y coller, quoi. Donc il y a une deuxième chose que je voulais quand même dire, c'était, il me semble que la satisfaction la plus forte du côté des salariés, c'est le hors-travail. C'est-à-dire que pour eux, le fait, tout à l'heure je posais la question, est-ce que c'est le fait de ne pas être au travail pendant un jour ou d'avoir un jour, c'est compliqué, quoi, parce que c'est, à la fois, il y a, chez certains, c'est échappé à monde du travail un jour par semaine, mais surtout les effets sur j'ai pas pu le projeter là, parce que, bon, finalement j'ai retrouvé, mais il y avait un dessin qui était intéressant, qui avait été fait, voilà, souvent les dessinateurs de presse ont des idées. Tu vois, envoyer l'idée de la semaine, le premier jour, le lundi, la semaine de 4 jours, c'est une super idée, etc. Le mardi, ouais, super bien, etc. Le jeudi, le mercredi, il commence à
à s'angoisser un peu, et je lui dis, mais qu'est-ce que je vais foutre pendant 3 jours, quoi. En fait, c'est pas ça. Ce qu'il faut, ce qu'on voit, en fait, dans les entretiens, moi, que j'ai eus, et puis là aussi, du point de vue en partant sur les évaluations qui ont été faites, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que font ces gens. Enfin, là, vous disiez, effectivement, ils font tout ce qu'ils faisaient le week-end avant. C'est-à-dire, ce qui était compliqué, parce que prendre un rendez-vous médical pour le samedi, c'est plus compliqué que là. Là, ils disent, ah ben, on a du temps, on va faire les courses, on va faire les trucs, tous les trucs, on les fait, il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne, moins de monde en tous les cas, que le samedi et le dimanche. Et l'idée de libérer le week-end, c'est une idée très très forte, très très présente. Et puis, les gens trouvent des choses à faire sans problème. Chez LDLC, il y en a un qui s'est mis à faire un CAP de boucher. Je lui dis, mais je vais changer de métier. Non, c'est ma passion, j'aime bien cuisiner, etc. Et il fait un CAP. Le vendredi, il va en stage dans une entreprise de boucherie. Il ne veut pas faire un deuxième job, etc. C'est-à-dire intéressant, c'est à la fois dans ceux que j'ai vus et aussi dans les enquêtes qui ont été faites, personne n'utilise ce jour pour prendre un second job, par exemple. On dit souvent, bah oui, mais pourquoi? Parce que le salaire est maintenu. De façon générale, le salaire est maintenu, donc les gens ils ont toujours le même salaire. Il peut y avoir des choses sur les congés. C'est assez compliqué parce que les congés, c'est en fonction du nombre de jours travaillés. Et il y en a quelques-uns qui... bon, alors c'est pas très clair parfois, les règles sur les congés, mais dans les boîtes que j'ai vues, ça allait. Et voilà, donc quand même, c'est l'utilisation du temps hors travail, en tous les cas, dans les entreprises, surtout dans les entreprises que j'ai vues, parce que c'est 2, 3, 4, 5 ans qu'ils étaient là, il n'y a aucun problème. Alors, il n'y a aucun problème, sauf que c'est quand même un phénomène à la fois, et c'est ça qui m'apparaît important, c'est à la fois un phénomène d'individualisation, à la fois le risque dans le travail, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est un peu dans sa bulle, on n'a plus le temps d'avoir des réunions formelles ou informelles, on est dans l'intensification du travail, c'est-à-dire quand on est au travail, ce qui fait que du coup, on récupère des temps qui étaient perdus avant, mais c'est quand même une forme d'individualisation, il est un peu dans sa bulle, il disait, bah oui, on n'ose plus aller déranger la personne dans le bureau d'à côté quand on a une question à lui poser, parce qu'on dit, bah, demain c'est son jour off, il faut qu'il termine ses trucs. Et puis aussi une individualisation dans le hors-travail, c'est-à-dire que, par exemple, ils font des loisirs individuels, parce qu'il y a un problème de synchronisation avec les autres. C'est tout le problème, c'est comme ceux qui travaillent le dimanche. J'ai écrit un livre là-dessus, effectivement. On voit bien que le dimanche, c'est un jour de synchronisation. On aurait beau leur donner un jour de off dans la semaine, pour compenser le dimanche, c'est pas la même chose. Ils disent, bah oui, je suis pas avec mes enfants, je suis pas avec mon mari, je suis pas avec mes copains, etc., parce qu'ils travaillent. Et donc, mais quand même, ce qu'on voit, c'est... d'ailleurs, ils avaient fait sur une journée, alors je sais pas si mon truc, ouais, en gros, il y avait sur pour reprendre leurs chiffres, voilà, sur les usages du temps libéré, durant le jour off, de 7h à 22h en moyenne, il y a presque 5 heures qui étaient consacrées aux loisirs. Alors, loisirs, c'est à la fois plus d'exercice physique, etc. 3h30 aux tâches domestiques, c'est des moyennes, évidemment. Un peu plus de 2h30 aux soins personnels. Environ 1 heure à des activités de travail, parce que souvent on travaille le week-end aussi, parce qu'on a des choses infinies à faire. Alors eux, c'est plutôt sur le jour off. Du coup, ça, encore une fois, c'est la libération du week-end. De façon que moi, je n'ai pas constaté, mais enfin quand même, il y a un effet de genre aussi sur la modification de la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. On sait qu'aujourd'hui, en France encore, c'est les femmes qui exercent 2/3 des tâches domestiques. Et là, il y a une part plus grande qui est prise par les hommes, parce que si le mec il est en jour off en 4 jours et que son conjoint, sa conjointe est en 35 heures, enfin en temps plein normal, ils ont tendance à en prendre plus, à s'occuper plus de leurs enfants, etc. On l'avait vu avec les 35 heures aussi, c'est-à-dire que, par exemple, au Royaume-Uni, le temps consacré aux enfants a augmenté de 27% pour les hommes, de 13% pour les femmes, mais elle part de plus haut. En Australie, à peu près pareil.
une diminution des déplacements, bien sûr, domicile-travail, et une légère croissance du temps consacré à des activités de recyclage, récupération, etc. Alors sur la question environnementale, parce que souvent les défenseurs des 4 jours, c'est aussi de dire ah mais c'est bon pour l'environnement parce qu'on va moins consommer d'énergie, etc. Et puis les gens, ils vont avoir du temps. Alors ça, c'est une vraie question que sociologues vont dire. Ils vont avoir du temps pour faire des choses chez eux, c'est-à-dire se faire à manger au lieu de consommer des produits étouffés, se déplacer en vélo au lieu de se déplacer en voiture, etc. Très franchement, on a beaucoup de mal à avoir des choses solides. Moi, j'ai posé la question. Bon, les gens disent, bah oui, quand je partais, avant je partais en week-end, maintenant je pars en week-end de 3 jours. Voilà, c'est mieux. Pour aller voir ma sœur là-bas de l'autre côté, etc. Ben, je peux voyager au lieu de voyager le samedi, etc. Donc là, il y a effectivement des effets rebonds qui peuvent se produire, c'est-à-dire à partir en week-end de 3 jours au loin, puisqu'on a du temps, etc. Et donc, du point de vue de l'environnement, c'est pas très clair. Dans tous les cas, la satisfaction par rapport au hors-travail est très, très présente, quoi. Moi, j'ai des phrases ici, j'avais pris quelques verbatims, là. Voilà, libérer le week-end, on a un vrai temps libre, le sentiment d'une maîtrise du temps. Il y en a un qui m'a dit, c'était un cariste qui me dit, c'est la maîtrise du temps qui m'intéresse, avoir une maîtrise sur sa vie est important. Quand on a un niveau d'éducation faible, on n'est rien, et le fait d'avoir une maîtrise du temps apporte de la dignité. C'est un cariste qui me disait ça. Il y a plusieurs choses. Et là, la dernière chose, quand même, sur la productivité, parce que pour moi, c'est un mystère. Pourquoi et ce qui ressort beaucoup, à la fois de certaines personnes qui ont évalué les travails, les expérimentations, et moi, ce que j'ai pu voir, c'est le fait de... Chez LDLC, c'est très fort. Ils disent, ah, ben, le patron, il nous a fait un cadeau, quoi. Et il faut qu'on lui rende. On veut défendre ça. Donc, ils veulent que ça marche. Et du coup, alors la question, c'est est-ce que c'est soutenable dans le temps, cette affaire-là ? Du coup, ils font des efforts. Ils font vraiment des efforts pour que ça marche, quoi. Il y a un sentiment de réciprocité. C'était vrai aussi chez ceux qui ont étudié, une psychologue qui a étudié le cas Perpetual Guardian. Voilà, c'est ça. On dit, là, il y en a un qui me dit, on a la tête plus au travail, moins perturbé par les problèmes du quotidien. Cela ne change pas la relation au travail, cela rapproche de l'entreprise. On est fier de défendre un rythme de travail plus humain, plus posé. On veut défendre ça. On se sent redevable par rapport à l'entreprise. On donne plus d'attention à la boîte et au travail. On s'implique plus. C'est-à-dire que là, il y a effectivement c'était un cadeau, quoi. Alors quand ça sera généralisé, si on a supposé que ce soit généralisé et que ça sera banalisé, parce que du coup ils sont dans une situation d'avantage compétitif. D'avantage compétitif et d'avantage aussi surtout dans le hors-travail, quoi. Parce qu'ils ont un temps de meilleure qualité, en tous les cas. Voilà. Il y a d'autres questions, sinon on va conclure. Je vais poser d'autres questions. Il faut que je file. C'est tout. Donc simplement, ici de quelques conclusions. Je pense que merci d'abord pour les témoignages, les interventions. Je pense qu'il y a un point important, et pour rebondir sur ta question tout à l'heure, Laurent, je pense qu'un point important, c'est effectivement l'organisation, c'est-à-dire que l'application des équipes, les managers dans l'organisation, la réflexion sur l'organisation du travail est fondamentale. Et on voit en ce moment, on a des agriculteurs qui payent des normes. Parfois, des entreprises aussi, il y a des problèmes de normes ou de processus un peu lourds. Donc, c'est aussi l'occasion, bien évidemment, de remettre à plat toute l'organisation. Encore faut-il, comme tu le disais, Nicolas, que les managers se saisissent du problème et que les salariés soient associés aussi à cette réflexion, ce qui permettra aussi peut-être de redonner du sens à leur travail. Ouais, c'est une vraie question, ça, parce que le fait que ce soit l'employeur et que souvent les organisations syndicales, soit elles sont pas là, soit elles sont à peine consultées, enfin, alors elles disent oui, ça, parce qu'on ne peut pas dire non à une semaine de 4 jours, c'est compliqué. La semaine en 4 jours, ça, ils peuvent, parce qu'il y a des arguments. Non, les syndicats, ils sont plutôt pour la baisse de la durée du travail, bien évidemment, pour reprendre le mouvement séculaire. Mais c'est quand même une vraie question,
Je ne sais plus ce que je vais dire. Bon, voilà. Enfin, en tous les cas, c'est par rapport à cette. Oui, voilà, c'est le fait que du coup, si les salariés ne sont pas impliqués dans le processus, ou sont, voilà, si c'est un peu top-down, le problème, c'est un peu celle de la négociation, le fait de la démocratie en entreprise, qui, voilà, voilà, c'est une décision unilatérale du patron. On ne va pas la remettre en cause parce qu'elle est plutôt sentie comme favorable. Et du coup, il peut y avoir des effets négatifs sur le collective bargaining, sur la négociation collective. Un point de vigilance. Nicolas, merci. 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 Merci à vous.